La main de Samuel Dawson tremblait déjà lorsqu'il la posa à plat sur la terre et essaya de se relever. Le serpent à sonnette était parti. Mais les deux marques de perforation sur son avant-bras étaient bien réelles. Elles brûlaient, elles enflaient rapidement, noircissant sur les bords. La chaleur se propageait vers son coude, comme un feu dans l'herbe sèche. 4 enfants regardaient depuis les marches du porche. La plus jeune n'avait pas encore de mots pour ce qu'elle voyait. L'aîné en avait trop. Samuel regarda chacun de leurs visages et se força à se relever de ce sol. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification et suivez-nous jusqu'à la fin. Et laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le serpent était sorti du tas de bois. C'était la scène que Samuel ne cessait de rejouer dans son esprit. Même alors que son bras passait de la brûlure à l'engourdissement, puis de nouveau à la brûlure. Il avait fendu des bûches au même endroit chaque matin pendant 3 ans. Il connaissait chaque interstice entre ses planches. Il connaissait le bruit que faisait le bois quand quelque chose rampait dessous. Pour une fois, il avait simplement cessé de faire attention. 1 seconde. C'est tout ce qu'il avait fallu. Il s'était penché pour attraper la dernière bûche fendue avant le petit déjeuner. Et le serpent à sonnette avait frappé, sans même la courtoisie d'un avertissement. Il l'avait touché net à l'intérieur de l'avant-bras, sous le coude. 2 crocs profondément plantés. Samuel retira son bras si violemment qu'il trébucha dans le tas de bois en renversant la moitié. Le serpent disparut dans les hautes herbes le long de la clôture, comme s'il n'avait jamais existé. Il resta là, dans la chaleur du matin, se tenant le bras. Il fixait les 2 petits trous qui commençaient déjà à sointer. Rentre, c'était sa première pensée. Rentre avant qu'il ne voie. Il était trop tard. Papa. Clara se tenait à l'angle de la maison, son tablier encore à moitié noué depuis la préparation du petit déjeuner. Elle avait 8 ans et les yeux de sa mère. Cette nuance particulière de gris qui pouvait voir à travers une personne, qu'elle le veuille ou non. Elle regarda son bras, elle regarda son visage. « Papa, qu'est-il arrivé à ton bras? » « Rien, dit Samuel. Rentre à l'intérieur. Ce n'est pas rien, Clara. Sa voix sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu. J'ai dit de rentrer. Elle ne bougea pas. Elle était la fille de Rebecca, jusqu'au bout des ongles. Et Rebecca n'avait jamais bougé d'un pouce quand on lui donnait un ordre, si elle n'était pas d'accord avec la raison. Samuel sentit la brûlure se propager vers son épaule, comme une corde tirée sous sa peau. Il serra la mâchoire et passa devant sa fille en direction de la maison. Thomas était à la table de la cuisine quand Samuel poussa la porte. Âgé de 6 ans, encore dans la chemise trop grande dans laquelle il avait dormi, il essayait de scier un morceau de porc salé avec un couteau 2 fois trop grand pour sa main. Il leva les yeux et posa immédiatement le couteau, comme le font les enfants quand ils sentent que quelque chose a changé dans l'air, sans pouvoir le nommer. « Tu transpires, dit Thomas. « On est en juillet, dit Samuel. Tu transpires différemment. » Samuel alla à la pompe près du lavabo et passa de l'eau froide sur son avant-bras. La chair autour de la morsure était déjà gonflée et tendue. La peau était étirée, brillante et étrange. Il pressa un chiffon humide contre la plaie et le maintint avec son autre main. Il fixa le mur au-dessus du lavabo. Le bébé pleurait dans la chambre du fond. Elle pleurait depuis avant l'aube. Le même cri faible et épuisé qu'elle poussait depuis 3 semaines maintenant. Le cri d'un enfant qui avait appris trop tôt que pleurer ne faisait pas nécessairement venir quelqu'un. Elle s'appelait Hope. Samuel l'avait nommée ainsi parce que Rebecca l'avait voulu. Elle l'avait dit dans son dernier moment de lucidité, avant que la fièvre ne l'emporte. « Je veux l'appeler Hope. » Et Samuel avait dit oui sans hésiter. Car il n'y avait rien qu'il n'aurait pas accepté à ce moment-là. Il n'avait pas pu regarder le bébé pendant les 2 premières semaines. Maintenant, il la regardait chaque jour. Il essayait de ressentir autre chose que cette culpabilité creuse. La culpabilité d'un homme qui aimait son enfant, mais détestait ce que sa naissance lui avait coûté. Il y travaillait. C'était la chose la plus honnête qu'il pouvait dire. « Thomas, dit-il sans se retourner, tu entends ta sœur? »« Oui, monsieur. Va t'asseoir avec elle, s'il te plaît. A-t-elle faim? »« Oui, elle a toujours faim. Tom, j'y vais, j'y vais. » Le grincement de la chaise, de petits pieds sur le plancher. Clara était entrée derrière lui. Il pouvait la sentir, debout au milieu de la cuisine. Elle le regardait comme elle le regardait depuis des mois.
avec ce sérieux particulier d'une enfant de 8 ans qu'aucun enfant ne devrait avoir apporté. Le genre de sérieux né de la nuit où leur mère n'a pas survécu, et où quelqu'un a dû tenir bon jusqu'au matin. Et il s'est avéré que ce quelqu'un, c'était Clara. Laisse-moi voir, dit-elle. C'est bon. Papa, laisse-moi voir. Il se retourna et tendit le bras. Elle le regarda longuement. Puis elle leva vers lui ses yeux gris et dit très doucement. C'est une morsure de serpent, oui. Le fils des Henderson a été mordu l'été dernier. Il savait où elle voulait en venir. Il dit, Clara, il a failli mourir. Papa, je sais. Qu'est-ce qu'on fait? Samuel regarda sa fille et comprit, avec une clarté qui le frappa comme de l'eau froide. La réponse honnête était « Je ne sais pas ». Le médecin était à Harlow Creek, à 14 miles au sud. Il n'avait pas de cheval assez rapide, et il ne pouvait pas monter dans cet état sans risquer que le venin se propage plus vite dans son sang. Les enfants ne pouvaient pas y aller seuls. Madame Holt, la voisine la plus proche, était à 5 miles à l'est. Elle avait 73 ans, 2 mauvais genoux et une mule qui ne coopérait pas, même les bons jours. Ce que Samuel Dawson avait, en cet été de 1876, avec une morsure de serpent à sonnette lui brûlant le bras droit et 4 enfants qui dépendaient de lui, c'était lui-même, c'était tout, c'était l'inventaire. « Porte-moi le couteau, dit-il, et la bougie. » Le visage de Clara devint blanc. « Papa, j'ai déjà vu faire. Ça va aller. » Il tira une chaise et s'assit lourdement. « Vas-y, Clara, j'ai besoin que ce couteau soit propre et que tu restes calme. »« Peux-tu rester calme pour moi? » Elle le fixa. Puis elle serra la mâchoire d'une manière qui ressemblait si précisément à sa mère que Samuel en ressentit la douleur, distincte de celle de son bras. Elle se tourna et alla chercher le couteau. Il incisa la plaie. Il le fit comme il avait vu le vieux trappeur Mallister le faire une fois, des années auparavant. 2 entailles rapides sur les marques de perforation. Pas profondes, juste assez. Il fit saigner la plaie du mieux qu'il put au-dessus du lavabo, les dents serrées. La sueur perlait sur son front et sa lèvre supérieure, d'une manière qui n'avait rien à voir avec la chaleur de juillet. Clara se tenait derrière lui et ne détourna pas le regard. Il pouvait sentir qu'elle ne détournait pas le regard. Quand ce fut fini, il enveloppa le bras avec des bandes d'une vieille chemise. Il le noua de la main gauche, ce qui prit 3 fois plus de temps que prévu. Il s'assit un moment, les 2 mains à plat sur la table, et respira. « J'ai besoin que tu m'écoutes, » dit-il. Clara s'assit en face de lui. Elle croisa les mains. Elle attendit. « Je vais être malade pendant un petit moment, » dit-il. « Tu sais comment faire la bouillie pour Hope? »« Oui, monsieur. Tu sais où est la viande séchée? » Étagère du haut, côté gauche, derrière le sac de farine. Il y en a assez pour 4, 5 jours si tu fais attention. Tu la dilues un peu. Tu la fais durer. Il la regarda. « Tu sais ça. »« Je sais ça, » dit-elle doucement. « Si les choses s'aggravent, tu prends Thomas et Mary et vous marchez jusqu'au Holt. Tu n'attends pas. Tu ne reviens pas pour voir comment je vais d'abord. Tu prends le bébé et vous marchez. » Les yeux de Clara brillaient, mais sa voix était absolument stable. « Tu vas t'en sortir, papa. »« Je sais, dit-il, mais je te le dis quand même. Il tint bon pendant le petit déjeuner. Il tint bon pendant la matinée, à peine. » À midi, le bras avait presque doublé de volume. La peau était passée de tendue à si raide que la regarder lui donnait la nausée. Il s'était installé dans le fauteuil près de la fenêtre. C'était aussi loin qu'il osait se déplacer sans que le sol ne bascule. Il repassait pour la 14e fois l'inventaire de la situation. Cheval, médecin, distance, enfant. Quand il entendit des pas sur le porche, il fut sur ses pieds avant même que son corps n'ait eu le temps d'accepter. Une main s'appuya sur le cadre de la fenêtre. L'autre, par instinct, chercha le pistolet à sa hanche. Il se força à s'arrêter, à respirer, à penser. C'était peut-être le fils des Holt qui passait. C'était peut-être un voyageur sur la route qui coupait par sa propriété, ce qui arrivait parfois. C'était peut-être quelqu'un qui pouvait aider. Il se força à lâcher l'arme et à ouvrir la porte. Une femme se tenait sur son porche. Elle n'était pas de Harlow Creek. Il l'aurait reconnue. Elle avait peut-être 30 ans, les cheveux noirs. Elle était vêtue de manière pratique, ce qui suggérait qu'elle avait été sur la route, mais sans négligence. Elle portait un paquet enveloppé dans un tissu dans ses bras, et elle le regardait comme on regarde un homme quand on a déjà compris que quelque chose ne va pas chez lui, mais qu'on décide s'il faut le dire ou non. Elle dit
Je suis désolé de venir à l'improviste. Je marche depuis la ferme des Miller. Ils m'ont laissé passer la nuit et j'ai vu votre chemin. Elle leva le paquet. J'ai du pain. C'est Madame Miller qui l'envoie. Je lui ai dit que je le déposerais en passant. Samuel la fixa. Son bras lui lançait sur le côté. Il était conscient qu'il s'agrippait au cadre de la porte. « Vous allez bien ?» dit-elle. « Très bien, dit-il. J'apprécie la livraison. Vous pouvez le laisser sur la marche. » Elle ne le laissa pas sur la marche. Elle le regarda pendant 2 longues secondes. Son visage, son bras, la façon dont il se tenait. Et elle dit, « C'est une morsure de serpent. » « Madame, il y a combien de temps? » Il la regarda. Ce matin, quelque chose changea dans son expression. Pas de la panique, quelque chose de plus décidé. « L'avez-vous incisé? »« Oui, bien. A-t-elle saigné? »« Assez. Comment va votre vision? »« Ma vision va très bien et j'apprécie votre inquiétude, mais je n'ai pas besoin. »« Vos pupilles sont de tailles différentes, dit-elle sèchement. La droite est plus grande que la gauche. Ce n'est pas bon signe, et je pense que vous le savez. Elle n'attendit pas sa réponse. Elle lui mit le pain dans les mains. Tenez ça. Et elle était à l'intérieur de la maison avant qu'il n'ait pu trouver un seul mot pour l'arrêter. Mademoiselle, il se tourna. Madame, je ne sais pas qui vous êtes. Olivia Bennett, dit-elle depuis sa cuisine, déjà en mouvement. J'étais infirmière. Je ne le suis plus, mais ça ne vous quitte jamais. Elle trouva le lavabo et la pompe sans qu'on lui montre. « Avec quoi avez-vous bandé le bras? » Il la suivit dans la cuisine, le pain toujours dans les mains. Il se sentait pour la première fois de la journée comme un homme légèrement dépassé par sa propre vie. Une vieille chemise. Il y a combien de temps? Peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Elle se tourna et tendit la main. Il traversa la cuisine et tendit le bras. Elle le débanda avec des doigts rapides et prudents. Et quand elle vit la blessure, elle fit un petit bruit au fond de sa gorge. Pas de détresse exactement, plutôt comme un charpentier examinant un clou tordu qui a déjà décidé du remède. « Vous avez bien fait, dit-elle, mais vous l'avez fait tard. » Elle leva les yeux. « Comment vous sentez-vous? »« Je vous l'ai dit. »« Pas bien, dit-elle. Vous ne vous agripperiez pas à la table si vous alliez bien. » Il s'agrippait en effet à la table. Il la lâcha. « J'ai des vertiges, admit-il. »« Je sais. Des nausées? Un peu? » « D'accord. » Elle regarda autour d'elle dans la cuisine. « J'ai besoin d'Achillée millefeuille, si vous en avez, ou au moins de tissu propre. Y a-t-il une cave à légumes? Qu'allez-vous faire? Faire un cataplasme. Extraire le venin. » Elle le regarda directement. « Vous avez besoin d'un médecin. Je veux que ce soit clair. Ce que je peux faire vous achètera du temps, mais ce n'est pas un substitut à un médecin. Vous me comprenez? Je vous comprends. Où est-ce le plus proche? Harlow Creek, 14 miles au sud. Elle traita l'information. Y a-t-il quelqu'un qui peut aller le chercher à cheval? Il pensa à Clara, debout dans la cuisine ce matin-là, sans broncher. Il pensa à Thomas, 6 ans. Il pensa à Mary, qui avait 4 ans et croyait encore que le monde était un endroit raisonnable. Il pensa au bébé qui pleurait dans la chambre du fond, avec son nom qui était censé signifier quelque chose. « Non, dit-il. » Olivia le regarda un moment, puis elle dit, « Combien d'enfants? » Il cligna des yeux. « Pardon, j'en ai compté 2 dans cette cuisine ce matin en passant. J'entends un bébé à l'arrière. Combien au total? »« 4, dit-il. Elle le regarda sans changer d'expression. Puis elle dit très simplement, « Asseyez-vous avant de tomber. »« Monsieur Dawson, dit-il. Samuel Dawson. Monsieur Dawson. » Elle mit les mains sur ses hanches. « Asseyez-vous. » Il s'assit. Clara apparut dans l'embrasure de la porte du couloir. Mary juste derrière elle, les 2 bras enroulés autour de la taille de Clara. Comme elle le faisait depuis février. Comme si sa sœur aînée était un arbre dans une tempête. Clara regarda Olivia avec la même expression prudente et mesurée qu'elle utilisait pour tout. Pour Clara Dawson, le monde était quelque chose à évaluer avant de lui faire confiance. « Qui êtes-vous? » dit-elle. « Je m'appelle Olivia, » dit la femme. Elle ne parla pas à Clara avec condescendance. Elle n'adoucit pas sa voix comme le faisaient habituellement les adultes. Elle lui répondit simplement, directement. « J'ai trouvé votre père à la porte. Il a été mordu par un serpent. »« Je sais, » dit Clara. « J'ai vu ça arriver. Alors vous savez qu'il a besoin d'aide. » La mâchoire de Clara se serra. « Êtes-vous médecin? »« Non, mais j'en sais assez pour le maintenir stable jusqu'à ce qu'on puisse en trouver un. » Olivia tira une chaise et s'assit en face de Samuel.
Ainsi, elle pouvait le regarder, lui et les enfants, en même temps. Je ne veux pas être dans votre maison sans la permission de votre famille. Si vous voulez que je parte, je laisserai le pain sur la marche et je retournerai à la route. Clara regarda son père. Samuel était assis, les deux avant-bras sur la table. Il regardait Olivia avec l'expression lasse, épuisée, d'un homme qui avait pris toutes les décisions seul pendant 6 mois et qui venait de se heurter à la limite de ce qu'une seule personne pouvait porter. Il ne dit rien. Clara prit la décision pour lui. « Vous pouvez rester, dit-elle. Mais si vous touchez à quoi que ce soit dans cette cuisine sans demander, je vous le dirai. » Olivia regarda Clara avec quelque chose qui s'approchait du respect. « C'est juste, dit-elle. » Elle resta. Elle travailla rapidement et sans drame, ce qui était quelque chose auquel Samuel penserait plus tard. Le fait qu'elle n'exhibait pas sa compétence, ne la narrait pas, ne cherchait pas à être rassurée à ce sujet. Elle faisait simplement ce qui devait être fait. Elle trouva de l'achillée millefeuille dans le petit carré d'herbe derrière la maison que Rebecca avait plantée et que Samuel avait maintenu en vie par accident et pure obstination. Elle fit le cataplasme. Elle pansa de nouveau la blessure, la fixa correctement, et lui dit, dans un langage simple et non adouci, à quoi ressembleraient les 12 prochaines heures. Et quel signe lui dirait, à lui et à Clara, que les choses allaient de mal en pis. Thomas nourrit le bébé pendant qu'Olivia travaillait. Mary s'assit dans un coin et regarda. Clara se tenait près du poêle et regardait aussi, apprenant tout, cataloguant tout avec ses yeux gris. En fin d'après-midi, Samuel était allongé sur son lit. Olivia avait été très claire sur le fait qu'il allait s'allonger, qu'il le choisisse ou non. Alors autant qu'il choisisse. Son bras était correctement bandé. Sa fièvre commençait à monter. Basse, dit-elle, ce qui était normal. Ce qui n'était pas la même chose que bien, mais n'était pas encore dangereux. Elle lui avait dit cela clairement et sans sourciller devant son expression, ce qu'il apprécia plus qu'il ne s'y attendait. Il fixa le plafond de la chambre qu'il avait partagée avec Rebecca pendant 4 ans. Il écoutait les bruits dans la cuisine. La voix de Clara, basse et directive, le cri du bébé qui se calmait, les pas d'Olivia, sans hâte. Il pensa, « Je ne connais pas cette femme. Elle est arrivée d'une route que je ne peux même pas voir de mon lit. » Il pensa, « Mes enfants sont nourris et calmes. » Il pensa, « Quelle est la distance de 14 miles dans le noir si une femme la parcourt seule? » Il appela vers le couloir. Sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait prévu. « Mademoiselle Bennett. » Une pause, puis des pas. Elle apparut dans l'embrasure de la porte. Elle avait retroussé ses manches et avait une tache de quelque chose, le cataplasme probablement, sur son avant-bras. Elle le regarda avec cette attention directe et sans fioriture, dont il commençait à réaliser qu'elle était simplement sa façon de regarder tout. « Je dois faire venir un médecin ici, dit-il. Je suis d'accord. Je ne peux pas monter à cheval. Je sais. » Il la regarda. « Je ne vous demande pas d'y aller. » « Je le sais aussi, dit-elle. Mais je vais y aller. » Elle le dit sans drame, de la même manière qu'elle disait tout, de façon factuelle, posée, comme une femme qui avait déjà fait le calcul et rapportait simplement la réponse. « Le matin, si votre fièvre reste gérable. Je ne pars pas la nuit avec vos enfants réveillés et inquiets. » Il la fixa. « Vous ne connaissez pas ces enfants. »« Non, admit-elle, mais je sais à quoi ressemblent 4 enfants sans mère. Et je sais ce que ça leur coûte quand un adulte fait un choix qui dit que leur peur ne compte pas. » Elle croisa son regard. « Je ne leur ferai pas ça. » Samuel n'eut aucune réponse à cela. Il était conscient qu'il avait de la fièvre et qu'il ne pensait peut-être pas à pleine capacité. Mais il ne croyait pas que c'était de la raison pour laquelle il n'avait pas de réponse. Il croyait que c'était parce qu'il n'y en avait pas. « Reposez-vous, dit Olivia. Je vérifierai le cataplasme dans 2 heures. » Elle quitta l'embrasure de la porte. Il entendit la voix de Clara dans la cuisine. Va-t-il s'en sortir? Il entendit celle d'Olivia. Il va se battre. C'est le genre d'homme qu'il est. Une pause. Puis Clara. Comment le savez-vous? Vous venez de le rencontrer. Je le sais, dit Olivia, parce qu'il est toujours là. Samuel ferma les yeux. Dehors, l'été du Wyoming pressait contre les murs de la maison. Chaud, implacable, et indifférent aux vies qui se déroulaient à l'intérieur. Le serpent à sonnette était parti depuis longtemps. La fièvre montait, lente et régulière, dans le sang de Samuel.
14 miles de campagne s'étendaient entre son seuil et le cabinet du médecin à Harlow Creek. Et dans sa cuisine, une femme qu'il ne connaissait pas coupait du pain en morceaux assez petits pour les mains d'une enfant de 4 ans. Elle racontait une histoire à un bébé qui ne pouvait pas encore la comprendre. Tandis que la fille aînée dans la pièce, qui n'avait pas pleuré une seule fois depuis février, se tenait à la fenêtre et regardait la lumière quitter le ciel. La fièvre tomba 2 fois avant minuit et remonta les 2 fois. Olivia savait que cela arriverait. Cela ne rendait pas la chose plus facile à regarder. Elle s'assit à côté du lit de Samuel avec une bassine d'eau fraîche et un chiffon. Et chaque fois que sa respiration changeait, chaque fois qu'elle passait de rauque et laborieuse à quelque chose de plus silencieux et de plus effrayant, elle pressait le dos de sa main contre son front et comptait. Elle avait appris, pendant 2 ans d'infirmerie dans un hôpital de Philadelphie, que compter donnait quelque chose à faire à ses mains pendant que son esprit faisait le travail plus difficile de rester calme. Il brûlait. Pas le genre de fièvre qui se stabilise, le genre qui grimpe. Mademoiselle Bennet. Elle se tourna. Clara se tenait dans l'embrasure de la porte en chemise de nuit, les pieds nus sur le plancher, les cheveux lâches et un peu emmêlés. Elle tenait une bougie à 2 mains, comme une offrande. « Tu devrais dormir, » dit Olivia. « Je sais. » Clara ne bougea pas. « Est-ce qu'il va plus mal? » Olivia regarda la jeune fille et décida, comme elle l'avait déjà décidé une fois ce soir, qu'on ne devait pas mentir à Clara Dawson. Lui mentir pour la réconforter, peut-être, mais pas lui mentir sur les faits. Les faits étaient la façon dont cet enfant se tenait. « Sa fièvre monte, » dit Olivia. « Elle n'est pas encore à un point dangereux, mais je veux qu'elle aille dans l'autre sens. » Clara entra dans la pièce et posa la bougie sur la table de nuit avec une fermeté de main que la plupart des adultes n'auraient pas pu avoir. Elle regarda le visage de son père. Quoi qu'elle ait ressenti en le regardant, elle le garda derrière ses yeux. « De quoi avez-vous besoin? » dit-elle. « Plus d'eau de la pompe, aussi fraîche que possible. » Clara prit la bassine et partit sans un autre mot. Olivia se rassit sur la chaise et expira lentement, de manière contrôlée. Elle posa ses mains à plat sur ses cuisses un moment. Elle se laissa ressentir. Le poids de tout ça. L'incongruité d'être assise dans la chambre d'une femme morte à soigner son mari. L'étrange gravité d'une situation dans laquelle elle était entrée depuis une route qu'elle n'avait prise que parce que ses pieds étaient fatigués et que la firme des Miller avait été plus proche que prévu. Elle se laissa ressentir, puis elle mit cela de côté, comme elle mettait les choses de côté depuis 7 mois maintenant. Elle prit le chiffon, l'essora et le plia de nouveau sur le front de Samuel. Il remua. « Rebecca, dit-il, sa voix était basse, rauque et complètement certaine. Olivia s'immobilisa. « Rebecca. » Il tourna la tête, ses yeux ne s'ouvrirent pas. « Ne sors pas par ce temps. Je vais chercher le... Je réparerai la clôture demain matin. » « Ne... » Il s'arrêta. Sa main bougea sur la couverture. « Rebecca. » Olivia regarda sa main. Elle regarda ses propres mains. Elle tendit la sienne et la posa sur la sienne, juste légèrement. Juste assez de pression pour dire à son esprit endormi que quelque chose était là. Ce n'était pas un mensonge, exactement. Ou peut-être que si. Elle ne se souciait plus des détails. « Tout va bien, dit-elle doucement. Rendors-toi. » Il s'immobilisa, sa respiration se régularisa. Clara revint avec la bassine, vit la position de la main d'Olivia et la regarda pendant 2 secondes sans expression. Puis elle posa la bassine et ne dit rien. Et Olivia l'aima un peu pour ça. « Combien de temps ont-ils été mariés? » demanda Olivia. « 5 ans. » Clara dit. « Elle est morte en février. Le bébé est arrivé trop tôt et ça ne s'est pas bien passé. » Elle dit cela comme les enfants rapportent des choses catastrophiques, avec une sorte de précision plate et épuisée. Papa n'a pas parlé pendant 3 jours après. Il a juste travaillé toute la journée. Il rentrait à la tombée de la nuit, s'asseyait dans le fauteuil et ne parlait pas. « Et tu t'es occupé des choses. » Clara la regarda. « Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Tu as 8 ans. Je sais quel âge j'ai. » Olivia regarda cet enfant à la lueur de la bougie. 8 ans, le dos droit, les pieds nus sur le plancher froid, s'occupant d'une vie dont elle n'avait pas demandé à être responsable. Elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine qu'elle n'avait pas prévu. Quelque chose qui n'était pas tout à fait du chagrin et pas tout à fait de l'admiration. Quelque chose de plus proche de la reconnaissance. « D'où venez-vous? » demanda Clara. « De Boston. »
dit Olivia. Que faites-vous dans le Wyoming? Je voyage. Les yeux gris de Clara disaient qu'elle savait que ce n'était pas toute la réponse. Toute seule. Oui. Pourquoi, Clara? Dit doucement Olivia. Je demande parce que je veux savoir si vous êtes en sécurité, dit Clara avec un sérieux si peu enfantin qu'il faillit faire tressaillir Olivia. Parfois, des gens passent par ici en fuyant quelque chose. Papa dit qu'on peut toujours le savoir parce qu'il regarde trop la route. Olivia resta silencieuse un moment. La bougie entre elles créait de petits mouvements dans un courant d'air. Je suis en sécurité, dit Olivia. Et oui, je fuis quelque chose, mais ça ne me suivra pas ici. De quoi fuyez-vous? D'une erreur que j'ai commise, dit Olivia. D'une vie à laquelle j'ai dit oui avant de comprendre à quoi je disais oui. Elle regarda la jeune fille fixement. C'est tout ce que je dirais à ce sujet. Clara considéra cela avec la gravité d'un juge et, apparemment, le trouva suffisant. D'accord, dit-elle. Je vais dormir dans la chambre de Thomas pour pouvoir entendre Hope si elle se réveille. Bonne idée. Réveillez-moi s'il va plus mal. Je le ferai. Clara fit 2 pas vers la porte, puis s'arrêta. Sans se retourner, elle dit « C'est un homme bien, mon papa. Il est juste. Il a porté beaucoup de choses. Je le vois bien. Il ne demande pas d'aide, dit Olivia. J'ai remarqué. Il ne vous facilitera pas la tâche pour la lui donner. » Clara. Il y avait quelque chose dans la voix d'Olivia qui fit se retourner la jeune fille. Je ne suis pas entré ici en m'attendant à ce que ce soit facile. Je suis entré ici parce qu'un homme était en train de mourir sur le seuil de sa porte et n'avait pas le bon sens de le dire. Elle soutint le regard de la jeune fille. « Va dormir, je m'occupe de lui. » Clara la regarda un long moment de plus, puis elle hocha la tête. Un seul hochement de tête décisif, du genre qui signifiait qu'une décision avait été prise. Et elle partit. Olivia resta seule dans le noir à soigner Samuel Dawson. Elle ne pensa pas à Philadelphie, ni à l'homme dont elle avait rendu la bague en la posant sur la table et en sortant de sa maison sous la pluie sans se retourner. Elle ne pensa à rien de tout ça. Elle pensa à la fièvre, à la température de l'eau et à la distance entre ici et Harlow Creek. 14 miles, 6 heures à pied, peut-être 5 si elle forçait. Elle avait marché de plus longues distances dans de pires conditions. La question, c'était les enfants. La question, c'était toujours les enfants. À 2 heures du matin, la température de Samuel grimpa si fort qu'elle en eut le souffle coupé. Elle fut debout avant même d'avoir décidé de bouger. Le dos de sa main contre son front, lisant la chaleur comme une sonnette d'alarme. C'était différent. C'était la fièvre qui décidait si elle allait tomber ou continuer à grimper. Et elle grimpait. Et elle avait peut-être 1 heure pour faire pencher la balance. Très bien, se dit-elle doucement, à lui, à la pièce. Très bien, elle travaillait vite. Des linges froids changeaient toutes les 5 minutes. La tisane d'achillée qu'elle avait préparée et gardée chaude. Amère, mais elle aiderait à fluidifier le sang, à aider la chaleur à trouver une issue. Elle devait le faire asseoir pour la boire, ce qui nécessitait de le réveiller assez pour qu'il avale. Ce qui nécessitait de prononcer son nom d'une voix assez ferme pour percer le rêve fiévreux. Samuel. Elle posa sa main sur son épaule et le secoua fermement 1 fois. Samuel Dawson, j'ai besoin que vous soyez réveillé pendant 2 minutes. Il refit surface lentement, comme un homme se hissant du fond d'une eau profonde. Ses yeux s'ouvrirent et ne se focalisèrent pas tout à fait. Il regarda son visage et elle le vit essayer de la reconnaître. « Bennett, dit-il, le pain. C'est ça. » Elle avait la tasse prête. « Buvez ça. »« Tout. Qu'est-ce que c'est? » »« De la tisane d'Achillée. C'est amer et je ne veux rien entendre à ce sujet. » Quelque chose qui ressemblait à un sourire traversa brièvement son visage, comme une lumière à travers un nuage. Il but. Tout, sans se plaindre, bien que son expression ait clairement indiqué son opinion. Il se rallongea et elle pressa un linge frais sur son front. Il ferma les yeux. « Les enfants, dit-il, ils dorment. Clara dort dans la chambre de Thomas. Le bébé est calme. Tout le monde va bien. » Il expira. « Vous devriez dormir. Je dormirai quand votre fièvre sera tombée. » Une pause. « Ce n'est pas... Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je sais que je ne suis pas obligé. » Elle essora le linge et le replia. « Essayez de dormir, monsieur Dawson. » Une autre pause plus longue. « Samuel, dit-il. » Elle le regarda. Ses yeux étaient toujours fermés. « Si vous devez rester debout toute la nuit pour moi, dit-il, sa voix rauque et basse, autant de m'appeler Samuel. » Elle le regarda un moment. « Va dormir, Samuel. » Il le fit. La fièvre tomba juste avant 4 heures du matin. Elle la sentit partir.
Le passage de la chaleur sèche et grimpante à cette chaleur humide particulière d'un corps qui avait passé le cap et commençait à se battre pour remonter la pente. Elle pressa le linge sur son front et sentit la sueur perler là. Elle se rassit sur la chaise et laissa échapper un souffle qu'elle avait retenu, pensa-t-elle, pendant environ 6 heures. Elle se permit de rester assise tranquillement pendant 10 minutes. Juste ça. Juste 10 minutes sans bouger, sans calculer et sans décider. Elle l'avait bien mérité. Puis elle se leva, vérifia le bébé. Il dormait, recroquevillé comme un poing, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec une confiance totale dans la continuation du monde. Elle alla à la cuisine et mit de l'eau à chauffer pour le café. Elle était à table avec sa tasse quand Thomas apparut dans l'embrasure de la porte. Il portait de nouveau la chemise trop grande, ses cheveux aplatis d'un côté par le sommeil, ses yeux grands et sérieux. « Est-ce que papa est somme? » demanda-t-il. « Non, dit Olivia simplement et directement. Sa fièvre est tombée. Il dort. » Thomas traita l'information. « Vous êtes sœur? » « Je suis sœur. » Il vint s'asseoir en face d'elle, ce qui était une chose très adulte à faire. Il la regarda avec ses yeux sérieux de 6 ans, qui avaient clairement passé des heures éveillés à s'inquiéter. « Je vous ai entendu bouger beaucoup, dit-il, pendant la nuit. Je surveillais votre père. Avez-vous dormi du tout? » « Un peu, dit-elle, ce qui n'était pas précisément vrai, mais n'était pas quelque chose qu'un enfant de 6 ans avait besoin de porter. Thomas regarda son café. « Je peux en avoir? » « Non. Clara me laisse en avoir parfois. »« Je vous crois, dit Olivia. La réponse est toujours non. » Il ne discuta pas. Il resta simplement assis là, en face d'elle, dans le calme du petit matin. Après un moment, il dit « Allez-vous partir aujourd'hui? » Elle le regarda. « Je dois aller à Harlow Creek chercher le médecin. » Et puis, elle regarda sa tasse de café. « On verra. Clara dit que vous venez de Boston? » « C'est exact. Pourquoi êtes-vous venu dans le Wyoming? » « Je cherchais quelque chose de différent, dit-elle. L'avez-vous trouvé? » Elle y réfléchit. À la ferme des Miller, à la route qui l'avait menée devant ce chemin. À un homme sur le seuil de sa porte, se tenant le bras et disant « Très bien » à travers des dents serrées. À 4 enfants portant des fardeaux qu'on ne leur avait pas demandé de porter. « Quelque chose m'a trouvé, dit-elle. Thomas réfléchit à cela avec la concentration solennelle d'un enfant qui prend les mots au sérieux. Puis il hocha la tête, satisfait, et alla voir son père. Elle était sur la route avant le lever du soleil. Elle laissa une note à Clara. Claire, directe, pratique, avec des instructions pour le cataplasme, les signes à surveiller et ce qu'il fallait faire si la fièvre de Samuel revenait. Avant mon retour, elle laissa la note sur la table où Clara la trouverait, lestée d'un couteau à pain pour qu'on ne puisse pas la manquer. Elle regarda la maison un moment depuis le chemin. Les fenêtres sombres et le silence qui signifiait que tout le monde dormait encore. Elle se tourna et marcha vers le sud. Elle marchait vite, du genre de marche qui n'est pas tout à fait de la course, mais qui a l'intention de couvrir du terrain. La route était vide à cette heure, juste de la poussière, l'odeur de l'herbe sèche et le bruit de ses propres bottes. Et elle laissa son esprit faire ce qu'il faisait toujours quand ses pieds étaient en mouvement. Elle planifiait, elle trouverait le médecin, elle expliquerait la situation clairement et complètement et ne lui laisserait aucune marge pour discuter de l'urgence. Elle reviendrait avec lui s'il avait un cheval de rechange, ou elle marcherait derrière lui s'il n'en avait pas. Et dans tous les cas, elle serait de retour à la ferme des Dawson dans l'après-midi. La fièvre de Samuel était tombée. Le cataplasme tenait. Clara était capable. Les variables étaient ingérables. Ce qu'elle ferait après ça, elle ne se permit pas d'y penser. Elle marchait depuis près de 2 heures. Le soleil était maintenant complètement levé et la chaleur commençait déjà à monter. Comme la chaleur estivale du Wyoming monte, vite et sans pitié. Quand elle entendit des sabots derrière elle, elle se mit sur le bord de la route sans se retourner. Un cavalier se déplaçant au trot. Elle garda les yeux fixés devant elle et son rythme régulier. Elle attendit de voir si les sabots ralentiraient. Ils ralentirent. « Bonjour » dit une voix d'homme. Elle leva les yeux. Il avait peut-être 45 ans, un insigne sur son gilet, et la manière particulière d'un homme qui a été dans une position de petite autorité assez longtemps pour croire que cela le rendait grand. Il la regarda comme les hommes regardent une femme seule sur une route. Pas menaçant exactement, mais évaluant, catégorisant. « Bonjour, dit-elle. Vous êtes sorti tôt. »« Oui. Où allez-vous? »« Harlow Creek.
au cabinet du médecin. Il fronça les sourcils. Vous êtes blessé? Pas moi. Je loge à la ferme des Dawson. Samuel Dawson a été mordu par un serpent hier et il a besoin d'un médecin. Elle le dit efficacement, sans s'excuser de sa franchise. Savez-vous si le docteur Marsh est en ville? L'expression de l'homme changea à la mention du nom de Samuel. Quelque chose passa sur son visage qu'elle ne put pas tout à fait lire. Dawson, dit-il, vous le connaissez? Tout le monde dans le coin connaît Samuel Dawson. Il ne le dit pas chaleureusement. Qu'êtes-vous pour lui, si je peux me permettre? Olivia regarda cet homme avec son insigne et ses yeux prudents et dit calmement. Quelqu'un qui a marché 14 miles pour lui trouver un médecin. Allez-vous vers la ville? Une pause. Seul. Oui, alors j'apprécierais que vous me preniez, dit-elle, à moins que vous n'ayez une raison de ne pas le proposer. Il l'étudia un moment de plus que ce qui était poli. Puis il déplaça son cheval sur le côté, lui tendit la main. Elle la prit, monta derrière lui, et ils partirent. Sheriff Hale, dit-il après un moment. Olivia Bennett. Bennett. Il le dit comme s'il le classait quelque part. D'où venez-vous, mademoiselle Bennett? Boston, loin de chez vous, je suppose. C'est vrai. Il resta silencieux un moment, et elle laissa le silence s'installer. Elle avait appris que le silence faisait parler les hommes, éventuellement. Il voulait toujours le combler. Vous en savez beaucoup sur Samuel Dawson? Dit Hale. Je sais qu'il a 4 enfants et une morsure de serpent, dit-elle. Que devrais-je savoir d'autre? Une autre pause. Hale bougea sur sa selle. Il a eu quelques problèmes, dit-il avec sa terre. Il y a un type nommé Greer qui essaye d'acheter cette propriété depuis 2 ans. Dawson ne veut pas vendre. Il fit une pause. Greer n'est pas un homme qui accepte facilement un non comme réponse. Olivia réfléchit à cela un moment. Quel genre de problème? Des problèmes juridiques, surtout. L'avocat de Greer prétend qu'il y a une question sur l'acte de propriété. Il dit que la limite de la propriété est différente de ce que montrent les registres du comté. La voix de Hale était soigneusement neutre. La voix d'un homme qui a choisi son camp mais ne veut pas le dire. L'affaire doit passer devant le juge le mois prochain. Et vous me dites ça parce que vous logez sur cette propriété, dit Hale, et je pense que vous devriez savoir au milieu de quoi vous vous trouvez. Olivia regarda la route devant elle et sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Quelque chose de froid, de clair et de certain. Le même sentiment qu'elle avait eu la nuit précédente quand elle avait décidé qu'elle marcherait jusqu'à Harlow Creek, que Samuel Dawson le lui demande ou non. Elle était tombée sur une morsure de serpent, 4 enfants orphelins et un homme mourant. Maintenant, il y avait un litige foncier, un homme nommé Greer et un juge avec une affaire dans un mois. Elle pensa, je ne faisais que passer. Elle pensa, j'ai laissé une tasse de café à moitié finie sur cette table de cuisine. Elle pensa, Clara m'a donné la permission de rester. Merci de me l'avoir dit, dit-elle au shérif Hale. Elle le dit doucement et elle le pensait. Elle fixa la route devant elle et pensa à un homme dans un lit avec de la fièvre, un bras cassé, 4 enfants et un acte de propriété que quelqu'un essayait de lui prendre. Elle pensa à tout ça, et elle ne dit rien d'autre pendant les 3 miles restants jusqu'à Harlow Creek. Et au moment où les premiers bâtiments apparurent, quelque chose en elle avait déjà pris une décision dont sa bouche n'avait pas encore été informée. Le cabinet du docteur Marsh se trouvait dans la rue principale. Un bâtiment étroit entre le magasin d'aliments pour animaux et le bureau de poste, avec une enseigne peinte à la main et une lampe déjà allumée. Olivia descendit du cheval de Hale avant qu'il ne se soit complètement arrêté. Elle passa la porte, la main levée pour frapper, avant même d'avoir remarqué la cloche au-dessus. « Docteur, dit-elle à l'homme aux cheveux gris qui leva les yeux de son bureau avec l'expression surprise de quelqu'un qui était plongé dans ses papiers. « Je m'appelle Olivia Bennett. J'ai besoin que vous veniez avec moi à la ferme des Dawson. Samuel Dawson a été mordu par un serpent à sonnette hier matin et il a besoin de vous. » Le docteur Marsh se leva sans hésitation, ce qui lui en dit long sur lui. Il y a combien de temps? Hier, vers 7 heures du matin. A-t-il été incisé et a-t-il saigné? Oui, immédiatement. J'ai appliqué un cataplasme d'Achillée hier soir. Sa fièvre a grimpé vers 2 heures du matin et est tombée avant 4 heures. Le docteur s'arrêta de bouger et la regarda attentivement pour la première fois. Vous avez fait tout ça? J'ai été formée comme infirmière à Philadelphie il y a quelques années. Il soutint son regard un moment, comme quelqu'un qui recalibre ce qu'il regarde. Puis il dit,
Savez-vous monter à cheval? Oui, mon cheval est à l'arrière. Il enfilait déjà son manteau. Nous pouvons y être en moins de 2 heures. Elle le suivit à l'arrière du cabinet. Dans l'embrasure de la porte, avant qu'il ne la referme, elle dit « Docteur, que savez-vous d'un homme nommé Greer ?» Il s'arrêta. Il se tourna et la regarda. Son expression en disait assez sans un seul mot. « Tout, dit-il. Je sais tout sur cet homme. » Il la regarda attentivement. « Pourquoi demandez-vous? » « Parce que Samuel Dawson va avoir besoin de plus qu'une visite à domicile, dit-elle. Et je pense que vous le savez aussi. Le docteur la regarda un long moment dans la lumière du matin, puis quelque chose changea sur son visage. Une sorte de reconnaissance fatiguée, soulagée, comme un homme qui attendait depuis longtemps que quelqu'un dise la bonne chose. « En selle, mademoiselle Bennett, dit-il, et ils partirent. Ils chevauchèrent vite et ne parlèrent pas beaucoup, ce qui convenait parfaitement à Olivia. Le docteur Marsh n'était pas un homme jeune, mais il montait comme tel. Elle suivit son rythme sans difficulté. Les miles entre Harlow Creek et la ferme des Dawson défilèrent sous eux dans un silence plus déterminé que confortable. Le soleil grimpait vite. La chaleur était déjà du genre à faire miroiter et mentir l'air au-dessus de la route. Elle pensait au regard sur le visage du docteur Marsh quand elle avait prononcé le nom de Greer. Cette expression particulière, ni surprise, ni alarmée, juste fatiguée, de la manière spécifique de quelqu'un qui a vu une chose mal tournée depuis trop longtemps et n'a pas eu les moyens de l'arrêter. Elle allait avoir besoin de plus d'informations. Elle allait aussi devoir arrêter de penser aux informations et commencer à penser à ce qu'elle faisait réellement. C'est-à-dire retourner à une ferme qui ne lui appartenait pas pour soigner un homme qu'elle connaissait depuis moins de 24 heures, avec un médecin qu'elle avait rencontré il y a 40 minutes, et un plan qui ne s'étendait pas au-delà des prochaines heures. Elle avait quitté Boston avec un plan, elle aussi. Les plans, avait-elle fini par comprendre, n'étaient pour la plupart que les histoires qu'on se racontait pour se mettre en route. Ils passèrent la dernière colline et la ferme des Dawson était en contrebas, silencieuse dans la chaleur du matin. Olivia sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine qu'elle n'avait pas conscience de retenir. Puis la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Clara sortit en courant. Olivia était déjà descendue de cheval avant que Marsh n'ait complètement arrêté le sien. Ses pieds touchèrent le sol et se mirent déjà en mouvement vers la jeune fille. Elle pouvait voir à 20 yards que quelque chose n'allait pas. Le visage de Clara était dépouillé de son calme habituel. Et cela, plus que tout, envoya une pointe de froid droit dans le sternum d'Olivia. « Il va plus mal, dit Clara. » Elle attrapa le bras d'Olivia à 2 mains. Il a essayé de se lever ce matin et il est tombé. Il est par terre et je ne suis pas assez forte. Olivia la dépassait déjà en direction de la maison. Il y a combien de temps? Peut-être 20 minutes. Je ne savais pas quoi faire. J'ai mis une couverture. Tu as bien fait. Elle poussa la porte. Où est Thomas? Avec lui, pour qu'il ne bouge pas. Samuel était par terre dans la chambre, à côté du lit. C'est précisément là où un homme qui a eu une forte fièvre toute la nuit et a décidé de se lever sans demander la permission de personne se retrouve. Thomas était agenouillé à côté de lui, la main à plat sur l'épaule de son père. Il faisait exactement ce que Clara lui avait dit de faire. Le maintenir immobile avec l'expression concentrée et terrifiée d'un enfant de 6 ans qui essaie très fort d'être utile. « Hé, dit Olivia, s'agenouillant de l'autre côté de Samuel. « Hé, regarde-moi. » Les yeux de Samuel la trouvèrent. Ils étaient plus clairs qu'elle ne s'y attendait, ce qui signifiait que la fièvre n'était pas remontée à des niveaux dangereux, juste à des niveaux stupides. J'étais juste en train de... Commença-t-il. Vous étiez juste en train d'essayer de vous lever, alors que je vous avais spécifiquement dit de ne pas le faire, dit-elle. Elle posa sa main sur son front. Chaud, mais pas la chaleur terrifiante de la nuit précédente. Est-ce que quelque chose fait mal qui ne faisait pas mal hier? Ma fierté, dit-il, ça guérira. Elle regarda Thomas. Tom, peux-tu reculer et laisser de la place au docteur? Thomas leva les yeux et remarqua le docteur Marsh dans l'embrasure de la porte pour la première fois. Tout son corps s'affaissa de soulagement, comme le font les corps des enfants quand ils voient enfin un adulte qui sait quoi faire. Il recula en se dépêchant et Marsh entra et s'accroupit. Et à eux deux, ils relevèrent Samuel Dawson du sol de sa chambre et le remirent dans son lit. Ce qui fut un effort considérable, étant donné que Samuel était un homme grand qui insistait pour dire qu'il pouvait le faire lui-même.
Vous ne pouvez pas, dit Marsh avec la patience plate d'un médecin qui avait déjà entendu ça. Le faire vous-même. Arrêtez d'aider. Samuel arrêta d'aider. Sa mâchoire était serrée et son expression disait exactement ce qu'il pensait de tout ça. Mais il s'arrêta. Marsh examina le bras, vérifia le cataplasme, vérifia les yeux de Samuel, son pouls et sa température avec l'efficacité systématique d'un homme qui faisait ça depuis 30 ans. Il ne parla pas pendant qu'il travaillait. Samuel ne parla pas non plus. Olivia se tenait au pied du lit, les bras croisés, et attendait. Clara se tenait à côté d'elle, faisant exactement la même chose. Leur posture était ainsi similaire que Marsh jeta un coup d'œil entre elles avec une légère confusion. Finalement, Marsh se redressa. « Le travail de Mademoiselle Bennett vous a sauvé la vie, dit-il à Samuel. Je veux être clair là-dessus. Quelques heures de plus sans traitement approprié et nous aurions une conversation différente. » Samuel regarda Olivia. Elle lui rendit son regard sans expression, car elle voyait qu'il était sur le point de dire quelque chose impliquant les mots « Je n'ai pas demandé ». Et elle était prête à être très peu sympathique à ce sujet. Il ne le dit pas. Il serra les lèvres et regarda le plafond. « Merci, dit-il doucement au plafond. « De rien, dit-elle au plafond. Marsh faillit sourire. « Je vais vous laisser des médicaments. Le bras doit rester bandé et surélevé pendant au moins 4 jours de plus. Pas de cheval, pas de gros travaux, pas de sortie de ce lit sans quelqu'un pour vous soutenir. » Il regarda Samuel avec une expression qui communiquait exactement à quel point il s'attendait à ce que cette instruction soit suivie. « Je suis sérieux, Dawson. J'ai 4 enfants et un ranch, moi aussi. Et vous n'aurez ni l'un ni l'autre si vous tombez dans la cour et vous fendez le crâne, dit Marsh agréablement. Y a-t-il quelqu'un qui peut rester et aider? » La question atterrit dans la pièce et y resta. Samuel ne répondit pas. Il regarda par la fenêtre. Olivia regarda Clara. Clara regarda Olivia avec ses yeux gris et ne dit rien du tout, ce qui était en quelque sorte la réponse la plus bruyante possible. « Je resterai, dit Olivia, pour l'instant. » Samuel tourna la tête et la regarda. Elle soutint son regard fermement. « Vous n'êtes pas... » commença-t-il. « Je sais que je ne suis pas obligé, dit-elle. Nous avons déjà établi ça. » Il la regarda un long moment. Quelque chose passa dans son expression. Compliqué, superposé. Le genre de regard qui vient d'un homme qui a été autosuffisant si longtemps qu'accepter de l'aide ressemble à une perte, et qui commence seulement maintenant à comprendre ce qu'il perdait à la place. « D'accord, dit-il. Sa voix sortit rauque. « D'accord. » Marsh prépara son sac et Olivia le raccompagna jusqu'à son cheval. Dans la cour loin de la maison, il se tourna vers elle et parla doucement et rapidement, à la manière d'un homme qui attendait de dire quelque chose. « L'avocat de Greer a déposé des papiers il y a 3 jours, dit-il. Je l'ai appris par la femme du shérif hier matin. » Olivia devint très immobile. Quel genre de papier? Réclamant que le corps est de la propriété de Dawson se trouve sur les terres arpentées de Greer. Il dit qu'il y a un litige de frontières historique et que l'acte original a été mal enregistré. La voix de Marsh était contrôlée, mais ses yeux ne l'étaient pas. C'est absurde. La famille de Samuel a colonisé cette terre il y a 18 ans. Mais le juge qu'ils ont tiré au sort est de Laramie, pas un local. Il ne connaît pas l'histoire. Quand l'affaire passe-t-elle? Dans 3 semaines. Marsh mit son pied dans l'étrier. Samuel ne le sait pas encore. Les papiers ont été envoyés ici alors qu'il était, enfin, alors que personne n'était en état de les lire. Olivia pensa à un homme sur le sol d'une chambre, insistant sur le fait qu'il allait bien. Elle pensa à un acte de propriété. Elle pensa à 3 semaines. « Merci, dit-elle. Mademoiselle Bennett. » Marsh la regarda de haut depuis ce selle. « Quoi que ce soit qui vous ait fait passer par ce chemin hier, j'en suis heureux. » Il le dit simplement, sans drame, et tourna son cheval vers le sud. Elle le regarda partir. Puis elle se tourna et regarda la maison et les papiers qu'elle pouvait maintenant voir sur la marche du porche. Un document plié, scellé avec quelque chose d'officiel, devant lequel elle était passée 2 fois sans le remarquer. Elle les ramassa. Elle les lut. Elle se tint dans la chaleur de l'été avec le document juridique dans les mains et lut chaque mot 2 fois. Et au moment où elle eut fini, quelque chose en elle était devenu très silencieux et très certain. Comme toujours quand elle comprenait clairement ce qui devait se passer ensuite. Elle mit les papiers dans la poche de son tablier et rentra. Elle ne le dit pas à Samuel. Pas encore.
Il avait besoin d'un autre jour de repos avant qu'elle ne lui tende quelque chose qui le ferait sortir de ce lit et monter à cheval avant que Marsh ne soit à mi-chemin de la ville. Elle savait déjà ça de lui. Elle le savait depuis le seuil de la porte hier, depuis la façon dont il avait dit « très bien » alors que son bras changeait de couleur. L'instinct de Samuel Dawson face à une menace était de se lever et de l'affronter. Et en ce moment, se lever était la seule chose qu'il ne pouvait pas se permettre. Elle lui dirait « juste pas aujourd'hui ». Elle fit déjeuner les enfants, elle vérifia le cataplasme. Elle apprit à Thomas comment bien arroser le potager, que Rebecca avait planté et qui produisait encore si on y prêtait attention. Et elle laissa Mary la suivre de pièce en pièce sans commentaire, ce que Mary faisait depuis le matin, comme une petite ombre silencieuse. À un moment donné, Mary tendit la main et prit la sienne, soudainement, sans préambule, de la manière dont les petits-enfants revendiquent les choses qu'ils ont décidé leur appartenir. Olivia baissa les yeux vers elle. Mary la regarda avec des yeux de 4 ans, bruns et très sérieux, et dit « Allez-vous être notre nouvelle maman ?» La question la toucha là où elle n'avait pas mis d'armure. « Je vais aider à prendre soin de vous pendant un petit moment, » dit Olivia prudemment. « Ça te va? » Mary réfléchit. « C'est presque la même chose, dit-elle, et elle recommença à la suivre. Olivia posa sa paume à plat sur la table de la cuisine un moment, très brièvement, et se ressaisit. Elle s'occupait du bébé en début d'après-midi quand elle entendit les sabots. Pas un cheval, 2. Se déplaçant à un rythme qui signifiait une arrivée, pas un passage. Elle sortit de la chambre du fond avec Hope contre son épaule. Le bébé pleurnichait depuis midi, à cause des dents, de la fatigue ou des deux. Elle regarda par la fenêtre de devant et vit les 2 hommes à cheval s'arrêter dans la cour. Ils étaient bien habillés pour la campagne. Trop bien habillés. Le genre de bien habillé qui signifie que quelqu'un d'autre paye pour ça. Clara était déjà à la fenêtre. Bien sûr qu'elle y était. « Tu les connais? » dit Olivia. « Celui de droite, » dit Clara. Sa voix était devenue plate et prudente. « Il travaille pour Greer. Il est déjà venu une fois, au printemps. Papa l'a fait partir. » Olivia regarda le bébé dans ses bras. Elle regarda Clara. Elle prit une décision. « Reste à l'intérieur, dit-elle. Garde Thomas et Mary dans la cuisine. Qu'allez-vous? » Clara. Elle croisa le regard de la jeune fille. « Dans la cuisine, s'il te plaît. » La mâchoire de Clara se serra. Puis elle se tourna et rassembla ses frères et ses sœurs sans un autre mot. Olivia sortit sur le porche avec Hope toujours contre son épaule. Elle se tint en haut des marches et attendit. L'homme de droite, l'homme de Greer, avait peut-être 35 ans. Il avait une manière de bouger douce et délibérée qui disait qu'il avait beaucoup d'entraînement à être agréable, tout en livrant des choses désagréables. Il regarda Olivia avec une surprise à peine dissimulée. Il s'attendait à Samuel. Elle le vit se réajuster. Quelqu'un d'autre ou personne. « Bonjour, madame, dit-il avec un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Nous cherchons Samuel Dawson. Il n'est pas disponible, dit Olivia. Nous ne prendrons pas beaucoup de son temps. Il est malade, dit-elle. Il n'est pas disponible. Le sourire de l'homme se maintint. Et vous êtes quelqu'un qui l'a chargé de parler pour lui en son absence. Elle regarda les 2 hommes fixement, le bébé contre son épaule. Sa posture ne disait rien d'hostile, mais tout d'inébranlable. Si vous avez affaire à Monsieur Dawson, vous pouvez me l'exposer. L'homme échangea un bref regard avec son compagnon. Madame, c'est une affaire juridique. Elle doit être traitée directement avec... Je suis au courant de l'affaire juridique, dit Olivia. Cela l'arrêta. Son sourire devint un peu plus froid. Vraiment, les papiers ont été livrés il y a 3 jours. Je les ai lus. Elle ne les avait lus que ce matin, mais il n'avait pas besoin de connaître les détails. Si M. Greer croit avoir un droit sur cette propriété, il est libre de le faire valoir devant le juge dans 3 semaines. M. Dawson répondra par les voies légales appropriées. Et qui va le représenter? La voix de l'homme avait changé. Moins agréable maintenant, plus directe. Autant que je sache, Dawson n'a pas d'avocat. Et sans représentation légale appropriée, le juge est susceptible de... Cela, dit Olivia, ce sont les affaires de M. Dawson. Pas les vôtres. Elle le regarda sans ciller. Y a-t-il autre chose? Un silence. L'homme la regarda vraiment. De la manière dont les gens regardent quand ils essaient de déterminer à quoi ils ont vraiment affaire et qu'ils ne sont pas sûrs. Le bébé fit un petit bruit contre l'épaule d'Olivia, et Olivia lui frotta le dos sans détourner le regard de l'homme.
Dites-lui, dit l'homme lentement, que M. Greer est prêt à faire une offre très juste. Si Dawson cède le corps est avant la date du tribunal, il y a une somme d'argent qui... Je transmettrai le message, dit Olivia. Bonne journée. Elle ne bougea pas. Elle se tint en haut des marches et les regarda tous les deux. Après un moment qui s'étira juste assez longtemps pour faire passer le message, l'homme de Greer toucha son chapeau avec un sourire tout en dents et sans chaleur. Et les deux hommes tournèrent leurs chevaux et quittèrent la cour. Olivia les regarda jusqu'à ce qu'ils aient dépassé le chemin et soient hors de vue. Puis elle baissa les yeux sur Hope, qui s'était endormie contre son col pendant toute la rencontre, avec la profonde indifférence des nourrissons aux conflits humains. « Bonne fille, dit-elle doucement. Elle entendit le craquement du plancher derrière elle. Elle se tourna. Samuel était dans l'embrasure de la porte, se tenant droit d'une main appuyée sur le cadre. Il portait l'expression d'un homme qui avait entendu chaque mot par une fenêtre ouverte et menait maintenant une bataille interne importante sur ce qu'il en pensait. « Vous devriez être au lit, » dit Olivia. « C'étaient les hommes de Greer, » dit-il. Sa voix était calme et contrôlée, ce qui était en quelque sorte plus alarmant que s'il avait été bruyant. « Je sais, vous les avez renvoyés? »« Oui. » Un muscle de sa mâchoire bougea. « Olivia. » C'était la première fois qu'il utilisait son nom. Elle le remarqua. « Vous avez dit que vous aviez lu les papiers. »« Oui. »« Quand? »« Ce matin. » Marsh m'en a parlé avant de partir. Je les ai trouvés sur la marche du porche. Elle observa son visage. « J'allais vous le dire aujourd'hui, quand vous seriez plus reposé. » Il la regarda. « C'est ma terre. Je le sais. Mon père a déposé cet acte il y a 18 ans. Ma mère est enterrée sur ce corps est. Sa voix resta égale. Mais c'était l'égalité d'un homme qui tenait quelque chose de très fermement. Greer essaie de l'apprendre depuis 2 ans. La morsure de serpent est la première fois que je suis à terre assez longtemps pour qu'il pense à bouger. Je sais, dit-elle. C'est pourquoi j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Elle déplaça Hope dans ses bras. Vous avez besoin d'un avocat, un vrai, avant cette date de tribunal. Avez-vous de l'argent? Il resta silencieux un moment, un peu. Assez pour un avocat. Une autre pause. Plus longue, peut-être. Il y a un avocat à Harlow Creek. Marsh l'a mentionné. Un homme nommé Calloway. Il connaît les registres fonciers locaux. C'est lui qu'il vous faut. Elle l'observa. Pouvez-vous écrire une lettre aujourd'hui? Si je retourne en ville demain, je peux la livrer personnellement. Samuel la regarda. Il était toujours dans l'embrasure de la porte, se tenant toujours d'une main sur le cadre. Il avait toujours une fièvre qu'elle pouvait voir à 6 pieds de distance à la couleur de son visage. Et il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas entièrement nommer. Quelque chose entre l'incrédulité et une chose plus compliquée en dessous. « Pourquoi faites-vous ça? » dit-il. Elle le regarda. « Quelqu'un doit le faire. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai pour l'instant. » Il se tut. Le bébé respirait contre son épaule. Quelque part derrière eux dans la cuisine, Thomas dit quelque chose à Clara, et Clara le fit taire. « Ma femme faisait ça, » dit Samuel. Sa voix sortit plus basse. Se tenir sur ce porche comme si c'était un mur, comme si personne ne pouvait passer sans sa permission. Il s'arrêta. Il regarda au-delà d'elle, vers la cour. Je n'y ai pas pensé depuis je ne sais combien de temps. Olivia se tint avec le bébé et ne combla pas le silence. Elle avait appris au cours des dernières 24 heures que les silences de Samuel Dawson n'étaient pas vides. « Elle vous aurait aimé, dit-il. Il le dit comme si cela le surprenait, comme s'il avait voulu le garder pour lui et que c'était sorti quand même. Olivia sentit quelque chose bouger en elle, quelque chose qu'elle n'allait pas regarder directement pour l'instant. « Retournez au lit, Samuel, dit-elle doucement. Je peux écrire la lettre, dit-il. Ce soir, demain, ce soir, Olivia. » Il la regarda avec des yeux fixes, brillants de fièvre. « C'est ma terre. J'écris la lettre ce soir. » Elle le regarda un moment, puis elle dit « Très bien ce soir, mais vous l'écrivez depuis le lit. » Il faillit sourire. « Oui, madame. » Il rentra. Elle resta sur le porche un moment de plus, dans la chaleur de l'été, avec le bébé endormi contre son épaule et le poids des papiers juridiques dans la poche de son tablier. Elle regarda la terre qu'un homme et sa femme décédée avaient bâtie ensemble, et que quelqu'un avec de l'argent et des avocats essayait de démanteler pièce par pièce pendant que l'homme était trop occupé à survivre pour se battre. Elle pensa à Boston. Elle pensa à l'homme dont elle avait posé la bague sur une table et dont elle était partie.
à la vie à laquelle elle avait dit non et à la route qu'elle avait prise à la place. Elle pensa à un enfant lui prenant la main dans une cuisine et disant « C'est presque la même chose ». Clara apparut dans l'embrasure de la porte. Elle regarda la cour vide, puis Olivia, puis de nouveau la cour. « Ils sont partis, dit-elle. Ils sont partis. » Clara laissa échapper un souffle, juste un, puis elle le reprit et redressa sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Olivia la regarda, cette fillette de 8 ans avec les yeux de sa mère et l'obstination de son père, et un poids sur ses épaules que personne ne lui avait demandé de porter. « Maintenant, dit Olivia, on prépare le dîner. Ensuite, ton père écrit une lettre, et demain, on commence à se battre. » Clara la regarda un long moment, puis elle hocha la tête une fois, ce même hochement de tête décisif, celui qui signifiait qu'une décision avait été prise. « D'accord, dit-elle, je vais allumer le feu. » Elle rentra. Olivia resta seule sur le porche dans l'été du Wyoming, avec le bébé endormi, les papiers et le long après-midi devant elle. Et elle comprit clairement, avec le genre de clarté qui ne vient que lorsqu'on a cessé de fuir et qu'on a vraiment regardé où on a atterri, qu'elle ne faisait plus que passer. Elle n'était pas sûre exactement quand cela avait cessé d'être vrai. Elle était seulement sûre que c'était le cas. Samuel écrivit la lettre cette nuit-là. Olivia s'assit sur la chaise à côté du lit, une bougie entre eux pendant qu'il écrivait. Son bras droit était toujours bandé et surélevé, et il écrivait de la main gauche. C'était lent et pénible à regarder, mais il refusait de le reconnaître comme un problème. Elle ne proposa pas de l'écrire pour lui. Elle comprenait déjà que ce n'était pas le genre d'aide qu'il accepterait. Elle comprenait pourquoi, et elle le respectait, même si cela mettait sa patience à l'épreuve. Il écrivit 3 pages. Son écriture de la main gauche était inégale et appuyée trop fort par endroits, comme l'écriture devient quand la main se bat contre le cerveau pour le contrôle. Mais elle était précise. Chaque fait en ordre, chaque date, chaque borne, chaque référence à l'acte original et au registre du comté, et les 18 ans que sa famille avait travaillé sur cette terre. Elle la lut quand il la lui tendit et ne dit rien pendant un moment. « C'est bien, dit-elle. Ne soyez pas surprise. Je ne suis pas surprise. Je suis impressionnée. » Elle leva les yeux. « Vous y avez déjà pensé. L'argument juridique. »« J'y pense depuis 2 ans, dit-il. Depuis la première fois que l'homme de Greer est venu à ma porte avec une offre. Il prononça le mot « offre », comme on dirait le nom de quelque chose qui vous a mordu. Je savais que ça finirait par arriver. Je ne m'attendais juste pas à ce que ça arrive alors que j'étais cloué au lit. « Greer a bien choisi son moment, dit-elle. Je sais. Ça vous en dit long sur lui. » Samuel la regarda. Ça me dit qu'il a observé et attendu, ce qui signifie qu'il a quelqu'un d'assez proche pour connaître ma situation. Sa mâchoire se serra. Quelqu'un qui savait pour Rebecca, pour le printemps, pour tout. La pièce devint silencieuse. Dehors, la nuit faisait ce que les nuits d'été du Wyoming faisaient. Elle se rafraîchissait vite et complètement, comme si la chaleur du jour n'avait jamais existé. Le bébé dormait. Les enfants dormaient. Le ranch était calme. « Reposez-vous, dit Olivia. Je partirai en ville à la première heure. Je viens avec vous. » Samuel, c'était ma lettre, ma terre, mon avocat. Il la regarda fixement. « Et avant que vous ne le disiez, oui, je sais que je suis censé me reposer. Je sais que mon bras a besoin de 3 jours de plus. Je sais que Marsh aura des opinions à ce sujet. » Il fit une pause. « J'y vais. » Elle le regarda. Elle regarda la lettre dans sa main. Elle pensa à la façon dont il s'était tenu dans l'embrasure de la porte cet après-midi. Les yeux brillants de fièvre, une main sur le cadre, complètement inébranlable. « Très bien, dit-elle, mais vous chevauchez lentement, et vous ne discutez pas avec moi si vous commencez à avoir l'air plus mal. D'accord. Et vous prenez votre petit déjeuner avant de partir. » Olivia, c'est le marché, Samuel. Petit déjeuner, chevaucher lent, pas de discussion, à prendre ou à laisser. Il accepta. Elle le laissa dormir et alla à la cuisine. Elle s'assit à la table dans le noir pendant un moment. Non pas parce qu'elle avait besoin de réfléchir, mais parce qu'elle avait besoin d'arrêter de réfléchir, ce qui était une chose entièrement différente. La maison respirait autour d'elle. De petits bruits, des bruits d'installation, le bruit de 4 enfants dormant dans des chambres où ils avaient dormi toute leur vie. Elle était dans cette maison depuis moins de 2 jours, et elle savait déjà quelle planche de plancher craquait devant la chambre de Thomas.
que Mary enlevait toujours sa couverture et que Clara dormait avec une main sous sa joue et l'autre à plat sur le matelas à côté d'elle, comme si elle se préparait à quelque chose, même dans son sommeil. Elle n'était pas une femme qui s'attachait rapidement. On le lui avait dit à Philadelphie, par l'homme dont elle avait rendu la bague. Il l'avait dit comme une accusation. Elle y avait longuement réfléchi par la suite. Sur la route à la ferme des Miller, en marchant les 14 miles de poussière entre ici et Harlow Creek. Et elle était arrivée à une conclusion différente. Elle ne s'attachait pas rapidement. Elle s'attachait avec précision. Ce n'était pas la même chose. Elle se coucha sur le sol de la cuisine avec une couverture pliée, dormit 4 heures et se réveilla avant tout le monde. Ils partirent pour la ville au lever du soleil, tous les deux. Samuel sur son cheval et Olivia sur la vieille jument qu'il gardait pour que les enfants s'entraînent. Clara était responsable. Olivia avait tout revu 2 fois, calmement et complètement. Et Clara avait écouté les bras croisés, le visage sérieux, puis avait dit « Je sais déjà tout ça », d'un ton qui n'était pas impoli, juste précis. Olivia avait dit « Je sais que tu le sais », et était partie quand même. Samuel chevauchait prudemment, ce qui lui coûtait quelque chose qu'elle pouvait voir dans la posture de ses épaules. C'était un homme bâti pour un autre type de chevaucher, rapide et déterminé. Et ce rythme mesuré et délibéré était sa propre forme de discipline. Il ne se plaignait pas, remarqua-t-elle. Ils étaient à 1 mile de la ferme quand il dit de manière inattendue « Combien de temps avez-vous été infirmière ?» Elle lui jeta un coup d'œil. 2 ans à Philadelphie. Avant ça, j'ai étudié avec un médecin à Boston, de manière informelle. Pourquoi avez-vous arrêté? Elle regarda la route devant elle. Je me suis fiancée, dit-elle. C'était un homme bien, un homme pratique. Il avait des opinions sur la meilleure façon pour une femme de passer son temps. Et vous n'étiez pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Une pause. C'est pour ça que vous avez quitté Boston? C'est une partie de la raison. Elle garda les yeux sur la route. Je lui ai rendu la bague en mars. Je suis sorti sous la pluie. J'ai pris le premier train vers l'ouest qui partait ce jour-là. Elle fit une pause. C'est comme ça qu'une infirmière de Boston se retrouve à passer devant un ranch du Wyoming avec un pain dans les bras. Samuel resta silencieux un moment. Cet homme, dit-il, celui que vous avez quitté, quoi à son sujet? C'était un imbécile, dit Samuel, d'un ton plat et certain, comme il disait tout. Elle le regarda. Il regardait la route devant lui, la mâchoire serrée, son expression ne révélant rien d'autre que l'opinion elle-même, qui en révélait apparemment assez. Elle se retourna vers la route et ne dit rien, mais quelque chose dans sa poitrine bougea. Le bureau de Callaway était au-dessus du magasin d'aliments pour animaux. Un escalier étroit et une porte avec son nom peint sur la vitre. À l'intérieur, un homme d'environ 50 ans, aux larges épaules, avec des lunettes de lecture relevées sur son front. Et l'attention particulière et contrôlée de quelqu'un qui a passé sa vie à écouter ce que les gens disaient et ce qu'ils ne disaient pas. Il lut la lettre de Samuel debout. Il la lut 2 fois. Puis il la posa sur le bureau, regarda Samuel par-dessus ses lunettes et dit « Vous avez écrit ça de la main gauche. Mon bras droit a connu des jours meilleurs, dit Samuel. » Callaway regarda le bras bandé, puis Olivia, puis de nouveau Samuel. « Qui est votre témoin? Pourquoi? Pour l'arpentage initial du terrain. Quelqu'un qui était là quand votre père a déposé l'acte. Quelqu'un qui sait où ses piquets ont été plantés. » Il se pencha en avant. L'argument de Greer repose sur un nouvel arpentage fait l'année dernière par un homme qui l'a engagé. Nous devons le contrer avec un témoignage historique. Quelqu'un qui était sur cette terre avant que l'arpenteur de Greer n'y touche. Samuel réfléchit. Le vieux Mallister, dit-il, le trappeur. Il connaissait ce territoire avant tout le monde. Il était là quand mon père a jalonné la concession. Est-il encore en vie? Aux dernières nouvelles, il vit près de Bitter Creek et environ 20 miles au nord. Pouvez-vous le faire venir en ville avant la date du tribunal? Je peux essayer. Essayer ne suffira pas, dit Callaway sans méchanceté. Il regarda Samuel fixement. Greer a de l'argent et il a un avocat qui a déposé 3 cas similaires l'année dernière. Il est doué pour ça. Il trouve des hommes vulnérables, des hommes isolés, endettés ou récemment endeuillés, et il agit pendant qu'ils sont à terre. Sa voix était égale. Vous n'êtes pas le premier, mais vous pouvez être le dernier si nous faisons ça correctement. La main de Samuel sur le bureau s'immobilisa. Que voulez-vous dire, le dernier?
Je veux dire que si nous gagnons cette affaire et que nous la gagnons publiquement avec un dossier clair, cela devient un précédent. Cela rend le prochain cas plus difficile pour lui. Calloway le regarda. Il ne s'agit pas seulement de votre quart est, Dawson. Il s'agit de savoir si Greer pourra continuer à faire ce qu'il a fait aux gens de ce comté. La pièce était silencieuse. Olivia resta très immobile. Samuel dit, « De quoi avez-vous besoin de moi? » De Mallister. De tout ce que vous pouvez trouver par écrit, des lettres, des documents de l'époque où votre père a déposé l'acte. Et j'ai besoin de vous vivant et fonctionnel dans 3 semaines. Les yeux de Calloway se tournèrent brièvement vers Olivia. « Je suppose que cette partie est gérée. »« C'est géré, » dit Olivia. Ils retournèrent avec moins de conversation, mais une qualité de silence différente. Non pas le silence de 2 étrangers sur une route, mais le silence de 2 personnes qui venaient de vivre quelque chose d'important ensemble et le traitaient en parallèle. Ce fut Samuel qui parla le premier. « Calloway a raison, dit-il, à propos de Greer. Il y a une famille au nord d'ici. Les Pouet. Ils ont perdu leur pâturage il y a 2 ans. Ils n'ont pas pu prouver la limite, ils ont dû vendre. » Il fit une pause. Elias Puy était un des amis de mon père. Il a travaillé cette terre pendant 12 ans. Est-ce que Greer l'a acheté? Par l'intermédiaire d'un homme qui travaille pour lui, techniquement. Mais tout le monde sait. Olivia le regarda, et personne ne l'a arrêté. Personne n'avait de motif. Il regarda droit devant lui. Jusqu'à maintenant, peut-être. Quand ils revinrent à la ferme, Thomas attendait sur les marches du porcher avec l'immobilité anxieuse particulière d'un enfant à qui on a dit de ne pas bouger et qui a compté les minutes. Il descendit les marches et se précipita vers le cheval de Samuel avant que celui-ci n'ait sorti son pied de l'étrier. « Papa, tu vas bien? Clara a dit que tu serais de retour avant midi et il est plus de midi. Et elle a dit que je n'avais pas le droit de m'inquiéter, mais je... » Tom. Samuel descendit du cheval avec une dignité prudente et posa sa main valide sur l'épaule de son fils. « Je vais bien. Je t'ai dit que je reviendrais. »« Tu m'as aussi dit que la morsure de serpent n'était rien, » dit Thomas. Un silence. « C'est juste, » dit Samuel. Olivia dessayait la jument quand Clara apparut sur le côté de la maison, Mary derrière elle, toutes deux dans un état de calme soigneusement entretenu, ce qui signifiait qu'elles s'étaient inquiétées et n'allaient pas le dire. « Comment ça s'est passé? » dit Clara. « Bien, » dit Olivia. « Ton père a un avocat. »« Un bon. » Clara regarda Samuel. « Allons-nous perdre la terre? »« Non, » dit Samuel. Il le dit comme si ce n'était pas une question, ce qui était soit de la confiance, soit de l'obstination, et probablement les deux. Nous n'allons pas la perdre. Clara le regarda un long moment avec ses yeux gris, puis elle dit « D'accord », et elle rentra, ce qui était la plus grande marque de confiance qu'elle ait exprimée en un seul mot. C'est 3 jours plus tard que tout a basculé. Samuel était de nouveau debout et se déplaçait, prudemment, le bras toujours bandé. Olivia le surveillait comme un faucon surveille quelque chose qu'il n'est pas prêt à perdre. Quand le shérif Hale entra dans la cour, pas au trot cette fois, mais au pas, avec une expression qui disait que ce n'était pas une visite de courtoisie. Olivia était sur le porche. Elle vit son visage et sentit son estomac se nouer. « Dawson est à la maison, » dit Hale. « Il est à l'intérieur. » Elle ne bougea pas du haut des marches. « Qu'y a-t-il? » Hale la regarda. « Mallister, » dit-il, « le vieux trappeur de Bitter Creek. » Elle devint très immobile. Quoi à son sujet? « Il est mort il y a 2 nuits. » La voix de Hale était soigneusement plate, de cause naturelle, d'après ce qu'on peut dire. Il était vieux. Ça arrive. Il fit une pause, et la pause disait tout. Un voisin qui était allé le voir l'a trouvé. Olivia se tint sur le porche et sentit le mot naturel s'asseoir dans sa bouche comme quelque chose qu'elle ne croyait pas. « Samuel doit entendre ça, » dit-elle. « Je sais. C'est pour ça que je suis là. » Elle entra le chercher. Elle observa son visage quand Hale prononça les mots. Elle vit la couleur le quitter, puis revenir, plus dur. Il resta très immobile. Il posa 2 questions. Quand et qui l'a trouvé? Puis il remercia Hale et attendit que le shérif soit parti pour s'asseoir à la table de la cuisine et poser sa main valide à plat sur le bois. Thomas et Mary étaient dehors. Clara était à l'arrière avec le bébé. Ils n'étaient que tous les deux. « C'était notre témoin, » dit Samuel. Sa voix était très basse. « Je sais. Sans lui. Je sais. » Calloway a dit, « Samuel. » Elle s'assit en face de lui. « Regarde-moi. » Il la regarda.
Mallister est parti, dit-elle. C'est un fait, et je ne vais pas prétendre que ce n'est pas un problème sérieux. Elle garda sa voix stable. Mais ce n'est pas la fin. Calloway a dit qu'il a besoin d'un témoignage historique, quelqu'un qui était là. Mallister était une personne. Y en a-t-il d'autres? Samuel fixa la table, y réfléchissant. Le contremaître de mon père, dit-il lentement, Jeb Carver. Il était là quand les piquets ont été plantés, mais il a déménagé au Colorado il y a 6 ans. Pueblo, je crois. Peux-tu lui faire parvenir une lettre en 2 semaines? Peut-être, si le courrier va vite. Écris-la aujourd'hui. Elle le regarda. Quoi d'autre? Des archives écrites, des lettres, tout ce que ton père a gardé. Samuel resta silencieux un long moment. Puis il se leva, ce à quoi elle ne s'attendait pas, et alla dans la chambre. Elle l'entendit là-dedans, déplaçant quelque chose. Quelque chose de lourd, quelque chose traîné sur le plancher. Elle attendit. Il revint avec une petite boîte en bois, vieille. Le genre de boîte qu'on déplace avec soin et pas souvent. Il la posa sur la table entre eux. « Les papiers de mon père, dit-il. Je n'ai pas ouvert ça depuis sa mort. » Il regarda la boîte. 11 ans. Elle le regarda. « Veux-tu que je... » Non, il s'assit. « Je vais te le faire. » Il l'ouvrit. Elle observa son visage pendant qu'il parcourait les papiers. Pas les papiers eux-mêmes qu'il devait regarder en premier, mais son visage, qui lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur ce à quoi ressemble 11 ans d'une boîte fermée quand on l'ouvre. Il était très contrôlé. Le genre de contrôle qui signifie que le sentiment est présent et pris en compte, mais simplement pas autorisé à parler pour l'instant. Il la trouva 20 minutes plus tard. Elle le sut à la façon dont sa main cessa de bouger. « Qu'est-ce que c'est? » dit-elle. Il leva les yeux. « Une lettre, dit-il, du bureau foncier du comté, datée de mars 1858. » Il la tourna vers elle, signée par le registraire lui-même, confirmant les bornes et les coordonnées exactes du quart-est. Elle prit la lettre avec précaution et la lut. Puis elle la relut. « Samuel, dit-elle, je sais. Si ça tient, je sais. » Il la regardait avec quelque chose qui n'était pas tout à fait du soulagement, car le soulagement était trop simple pour ce qui était sur son visage. C'était le regard d'un homme qui a porté un poids si longtemps que la possibilité soudaine de le poser est presque incompréhensible. Elle est datée d'avant même que la famille de Greer n'arrive dans ce comté. Elle posa la lettre entre eux. « Nous devons apporter ça à Calloway aujourd'hui, dit-elle. »« D'accord, d'accord, dit-elle. Tu écris la lettre à Carver. » Elle se leva. « Samuel, écoute-moi. » Elle attendit qu'il la regarde pleinement. « Ça change les choses. Ça pourrait nous faire gagner. » Il la regarda, puis il regarda la lettre, puis il dit très doucement « Mon père gardait tout. » Il posa sa main à plat sur le couvercle de la boîte, doucement, comme un homme touchant quelque chose qu'il pensait disparu. Il disait toujours « Dans le doute, écris-le. » Je pensais qu'il le disait pour lui-même. Je pense maintenant que c'était peut-être pour moi. Elle le regarda et ne dit rien pendant un moment, car il n'y avait rien à ajouter à cela. « Je serai de retour avant de la nuit, dit-elle. » Elle était à la porte quand il prononça son nom. Pas Mademoiselle Bennett, pas même Olivia. Juste Olivia, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, ce qui était peut-être le cas maintenant. Elle se tourna. Il était toujours à la table avec la boîte ouverte et la lettre de son père entre ses mains. Et il la regarda, juste la regarda, avec ses yeux stables, débarrassés de la fièvre, qui voyait tout ce qu'il décidait de voir. Et il dit « Merci. Pour tout. Pour juste tout. » Elle soutint son regard. Elle ne lui dit pas que ce n'était rien, car ce n'était pas le cas. Elle ne lui dit pas qu'elle le referait, car ils le savaient déjà tous les deux. Elle dit « Prends soin de tes enfants pendant mon absence. » Et elle le pensait comme elle pensait tout, complètement et sans excès. Elle chevaucha jusqu'à Harlow Creek avec une lettre bien rangée dans sa veste, contre son cœur, là où le vent ne pouvait pas l'atteindre. Et elle ne se permit pas de penser à ce que cela signifiait qu'elle chevauchait vite, non seulement parce que la lettre était importante, mais parce qu'elle voulait rentrer. Calloway lut le document et devint très immobile. Puis, il leva les yeux vers elle avec une expression qui était l'équivalent professionnel du soulagement et dit « D'où vient ceci? Son père l'a gardé, dit-elle, dans une boîte qu'il n'avait pas ouverte depuis 11 ans. » Calloway se rassit. « 11 ans, dit-il doucement.
Son père est smart, dit-elle. Les gens n'ouvrent pas toujours les choses qui font mal. Calloway la regarda par-dessus ses lunettes. Mademoiselle Bennet, dit-il, je suis avocat dans ce comté depuis 22 ans et je dois vous dire que cette lettre, combinée à un témoin solide et à l'acte original, est suffisante. Il fit une pause. C'est assez pour gagner. Elle retourna plus vite qu'elle n'était venue. Le soleil baissait quand elle arriva par le chemin, et la première chose qu'elle vit fut Samuel sur le porche. Pas à l'intérieur, pas dans le lit où il était censé être, mais sur le porche. Et Charles, je sais pas, assis sur la chaise avec Hope dans ses bras. Le bébé était éveillé et le regardait avec l'attention floue et confiante des très jeunes enfants. Et elle la regardait en retour avec une expression si peu gardée qu'Olivia ralentit son approche pour ne pas l'interrompre trop vite. Elle n'avait jamais vu son visage comme ça. Sans défense, présent. Comme un homme qui avait enfin cessé de se préparer au prochain coup assez longtemps pour sentir le poids de ce qu'il tenait. Il entendit son approche et leva les yeux. L'expression changea. Pas disparu, juste réarrangé. Il ne dressa pas de mur. Il se laissa simplement voir un moment et ils le surent tous les deux. Calloway dit que la lettre suffit, dit-elle depuis la cour. Quelque chose passa sur le visage de Samuel. Assez pour gagner. Assez pour gagner. Il se tut. Il baissa les yeux sur Hope. Le bébé attrapa son doigt avec la détermination obstinée de quelqu'un qui avait décidé que cette chose particulière était sienne et que c'était final. Elle fait ça maintenant, dit-il. Elle attrape les choses. Elle vient de commencer. Olivia les regarda tous les deux. Elle regarda Samuel Dawson tenant sa plus jeune fille sur un Porsche dans la soirée de Wyoming. Avec 11 ans de papier de son père sur la table de la cuisine, une date de tribunal dans 2 semaines et la fièvre enfin partie de son visage. Elle pensa à une route qu'elle avait prise parce que ses pieds étaient fatigués. Elle pensa à un pain enveloppé dans un tissu. Elle pensa à une fille qui lui avait pris la main dans une cuisine et avait dit « C'est presque la même chose ». Elle va très bien s'en sortir, dit Olivia. Elle n'était pas tout à fait sûre de parler du bébé. Samuel leva les yeux vers elle. Il étudia son visage un moment dans la faible lumière, comme il le faisait plus souvent ces derniers temps, comme un homme apprenant quelque chose qu'il avait décidé d'important. « Nous aussi, dit-il doucement. « Je pense. » Elle soutint son regard. « Ouais, dit-elle, je le pense aussi. » La lettre de Jeb Carver arriva 11 jours plus tard. Olivia était dans la cour avec Mary quand elle entendit le cheval du postier sur le chemin. Elle marchait déjà vers la barrière avant que l'homme ne se soit arrêté. Elle l'attendait chaque jour. Elle ne l'avait pas dit à Samuel, car Samuel était déjà assez tendu. Il se déplaçait dans la ferme avec son bras à moitié guéri, faisant un travail partiel et prétendant que c'était un travail complet. Portant le poids de la date du tribunal comme un homme porte quelque chose de trop lourd à poser, de peur de ne pas pouvoir le reprendre. Le postier lui tendit l'enveloppe et elle regarda l'adresse de l'expéditeur. Elle sentit sa poitrine se déverrouiller d'un cran. Elle entra. Samuel était à table avec les notes de Calloway étalées devant lui. Il les parcourait pour ce qu'elle estimait être la 9e fois. Il leva les yeux quand elle entra. Elle brandit l'enveloppe sans un mot. Il fut sur ses pieds avant qu'elle n'ait fini son mouvement. Il la lut debout. Elle observa son visage, la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses yeux parcouraient rapidement les lignes. Le moment précis où ses épaules changèrent. « Il se souvient, dit Samuel. Il était là quand mon père a planté les piquets de l'Est. Il a noté les coordonnées dans son propre journal. Il leva les yeux. Il a toujours le journal, Olivia. Peut-il venir? Il a 63 ans et une mauvaise hanche. » Samuel regarda de nouveau la lettre. Mais il dit que si j'envoie un chariot, il viendra. Alors envoie un chariot. Il cherchait déjà du papier. Elle le laissa écrire et retourna dehors. Elle se tint dans la cour, le soleil de l'après-midi sur son visage, et se laissa sentir, juste un moment, le soulagement particulier d'une chose qui se passe bien. Elle ne se le permit pas longtemps. La date du tribunal était dans 4 jours, et le soulagement était un luxe pour après. Clara apparut à son coude. La jeune fille avait une façon de se matérialiser sans bruit, comme un chat. « C'était une bonne nouvelle, » dit Clara. « Très bonne, » Clara expira une seule fois. « Je savais que ce serait le cas. » Elle le dit avec la certitude de quelqu'un qui avait décidé ce qu'elle croyait et s'y tenait, peu importe les preuves contraires. Ce qui était soit de la foi, soit de l'obstination, et probablement les deux. Papa était inquiet. « Je sais.
Il ne le montre pas comme la plupart des gens. Clara leva les yeux vers elle. Il devient plus silencieux et il travaille plus. C'est comme ça qu'on sait. J'ai remarqué, dit Olivia. Vous remarquez beaucoup de choses. C'est une habitude. Clara resta silencieuse un moment, de la façon dont elle devenait silencieuse avant de dire quelque chose qu'elle retenait. Allez-vous rester, dit-elle, après le tribunal, après que tout soit après. Olivia regarda cet enfant qui, au cours des 2 dernières semaines, n'avait jamais rien demandé, qui avait géré une maison, 3 frères et sœurs et un père convalescent avec une compétence qui faisait honte à la plupart des adultes. Qui avait donné à Olivia la permission de rester la première nuit et ne l'avait jamais reprise? Je ne sais pas encore. Olivia dit que c'était la réponse la plus honnête qu'elle avait. Clara réfléchit. Ce n'est pas un non, dit-elle. Non, dit Olivia, ce n'en est pas un. Clara hocha la tête, classa l'information là où elle classait des choses et rentra. Jeb Carver arriva 2 jours avant la date du tribunal dans le chariot que Samuel avait envoyé, avec une hanche qui le faisait clairement souffrir et une posture qui disait qu'il n'allait pas le reconnaître. C'était un homme mince, au visage buriné par le soleil, avec l'immobilité particulière de quelqu'un qui a passé la plupart de sa vie à l'extérieur et a appris à économiser ses mouvements. Il serra la main de Samuel, regarda la ferme et dit « Ton père serait fier de cet endroit. » Puis il s'assit à la table de la cuisine et ouvrit son journal, qui avait 40 ans et était tenu par un bout de ficelle. Il leur montra l'entrée. Date, coordonnées, les noms des 4 hommes présents lorsque Thomas Dawson planta son premier piquet dans le sol du Wyoming. Samuel lut l'entrée, posa le journal sur la table et pressa sa main à plat dessus. Il ne parla pas pendant un long moment. Carver le regarda. « C'était un homme bien, ton père, dit-il. Quoi qu'il arrive dans cette salle d'audience, Thomas Dawson a créé quelque chose de réel ici. Ça ne disparaît pas. »« Je sais, dit Samuel. Sa voix sortit rauque, je sais. » Olivia était presse du poil. Elle leur tourna le dos à tous les deux et donna à ce moment l'intimité qu'ils méritaient. Le matin du jour du tribunal arriva, gris et chaud, le genre de matin qui ne pouvait pas décider ce qu'il voulait être. Olivia était levée avant tout le monde, ce qui était de son habitude maintenant. Elle avait fait du café et mis des biscuits dans la poêle au moment où la maison commençait à se réveiller. Elle entendit les bottes de Samuel sur le plancher. Elle connaissait son pas maintenant, connaissait son rythme, savait quand il était déterminé et quand il était troublé. Elle versa une tasse sans qu'on le lui demande et la posa sur la table. Il s'assit, la prit et la regarda. « Vous devriez venir, dit-il, à la salle d'audience. » Elle le regarda. « Samuel, je veux que vous soyez là. » Il le dit simplement, sans excuse ni explication. C'est tout. Elle regarda sa propre tasse. « J'y serai, dit-elle. » Calloway les avait préparés pour la salle d'audience, mais la préparation et la réalité étaient des choses différentes. Et la réalité était la suivante. Le juge de l'armée était un homme prudent, indéchiffrable, d'environ 60 ans, qui ne laissait rien paraître dans son expression. Et l'avocat de Greer était exactement aussi bon que Calloway l'avait prédit. Doux, systématique et habitué à faire paraître incertain des faits simples. Greer lui-même était assis à l'autre table. Olivia ne l'avait pas vu avant ce moment. Il avait peut-être 55 ans, était corpulent, avec la confiance installée d'un homme qui avait gagné assez de fois pour ne plus s'attendre à autre chose. Il regarda Samuel une fois quand ils entrèrent dans la salle d'audience. Le regard n'était pas hostile. C'était presque pire qu'hostile. C'était dédaigneux. Le regard d'un homme qui considérait le résultat déjà décidé. Olivia s'assit derrière Samuel. Elle regarda l'arrière de sa tête et vit le moment où il enregistra l'expression de Greer, car ses épaules devinrent très immobiles. Elle avait fini par comprendre que l'immobilité de Samuel Dawson n'était pas la paix. C'était la respiration retenue avant une décision. Elle se pencha en avant et posa brièvement sa main sur son épaule. Juste une fois, juste une seconde, il ne se retourna pas, mais l'immobilité changea. Calloway était précis et méthodique. Il présenta d'abord la lettre de 1858, le document original du registraire du comté avec ses coordonnées claires et sa date qui précédait de 17 ans toute revendication de Greer. L'avocat de Greer s'opposa 2 fois et fut débouté les 2 fois. Le juge lut le document avec une expression qui ne révélait rien, le mit de côté et dit « Continuez ». Puis Calloway appela Jeb Carver. Le vieil homme se fraya un chemin jusqu'à l'avant avec sa mauvaise hanche et son journal de 40 ans. Il s'assit et dit la vérité.
Il l'a dit simplement, sans fioriture, de la voix d'un homme qui n'avait rien à gagner à être là, et qui était venu quand même parce que les faits étaient ce qu'ils étaient. Et le fils de Thomas Dawson méritait que quelqu'un le dise. Il lut des extraits du journal. Il nomma les coordonnées. Il nomma les hommes qui étaient là. L'avocat de Greer les attaqua durement lors du contre-interrogatoire. L'âge de Carver, sa mémoire, la fiabilité d'un journal de 63 ans. Carver supporta tout cela avec la patience d'un homme qui avait affronté pire qu'un avocat en costume. Il répondit à chaque question avec la même précision plate et imperturbable. L'avocat fit une pause, changea de tactique et dit avec un certain sourire. « Monsieur Carver, n'est-il pas vrai que vous n'avez pas mis les pieds sur la propriété des Dawson depuis plus de 6 ans? »« C'est vrai, dit Carver. Et pendant ce temps, vous n'avez eu aucune connaissance directe de l'état du terrain ou de ses limites. »« Je n'en ai pas eu besoin, dit Carver. Je sais où je me tenais quand j'ai regardé Thomas Dawson planter ses piquets. Je sais ce que dit mon journal. Aucune de ces choses n'a changé en 40 ans. » Il regarda l'avocat fixement. « Votre client a-t-il trouvé un moyen de changer l'arithmétique? » Un murmure parcourut la salle d'audience. Le juge appela au calme. L'avocat de Greer s'assit. Olivia expira un souffle qu'elle avait retenu si longtemps que ses côtes lui faisaient mal. Le juge délibéra pendant 40 minutes. Olivia les compta. Elle s'assit sur la chaise en bois dur, regarda l'horloge sur le mur et sentit le poids suspendu particulier de l'attente. L'attente d'une chose sur laquelle on a fait tout ce qui était en son pouvoir et qui est maintenant entièrement hors de ses mains. Samuel était assis devant elle sans bouger. Thomas était resté à la ferme avec Clara et les plus jeunes, mais Samuel avait voulu affronter cela lui-même. Olivia l'avait compris. Elle était venue parce qu'il l'avait demandé. Elle s'assit à 12 pouces derrière lui et ne dit rien, car il n'y avait rien à dire. Carver était assis à côté d'elle, son journal sur son genou, les mains croisées dessus. Le juge revint, il s'assit, il regarda les papiers devant lui un moment qui s'étira assez longtemps pour être cruel, puis il leva les yeux. « Dans l'affaire de la revendication de frontières sur le corps et des Dawson, dit-il, le dossier historique est clair, cohérent et correctement documenté. Le nouvel arpentage du plaignant ne supplante pas un acte enregistré par le comté daté de 1858, soutenu par un témoignage écrit contemporain. » Il regarda Greer par-dessus ses lunettes. La revendication est rejetée. Le corps et des Dawson reste tel qu'il est enregistré. Le visage de Greer passa par plusieurs expressions successives. Son avocat se pencha et dit quelque chose rapidement et doucement. La mâchoire de Greer se serra et il regarda Samuel. Pas le regard dédaigneux de ce matin, mais quelque chose de différent. Le regard d'un homme qui se réajuste. Samuel était déjà debout. Il se retourna. Il regarda Olivia. Il la regarda comme si elle était la première chose qu'il avait voulu regarder quand ce fut fini. Et elle sentit cela. Elle sentit le poids spécifique d'être le premier regard de quelqu'un. Elle se leva et soutint son regard. « Nous avons gagné, dit-elle, pas une question. »« Nous avons gagné, dit-il. » Carver se leva à côté d'elle, sa main sur son journal. Il regarda Samuel avec la satisfaction tranquille d'un homme qui avait fait ce pourquoi il était venu. « Ton père payait toujours ses dettes, dit-il. Je suppose que ça nous met à égalité. » Samuel lui serra la main. « Merci, Jeb, pour tout. » Greer et son avocat partirent sans parler. Olivia regarda Greer partir et ne ressentit pas de triomphe, exactement. Quelque chose de plus calme, la satisfaction particulière d'une injustice corrigée, ce qui n'était pas la même chose que la victoire, et était en quelque sorte mieux. Calloway rassembla ses papiers, serra la main de Samuel, regarda Olivia et dit « Cette lettre a été le tournant. Vous comprenez ça? »« Son père l'a gardée, dit-elle. »« Mais vous l'avez trouvée, dit Calloway, dit Calloway. Il y a une différence. Vous les retournèrent à la ferme en fin d'après-midi. Samuel, Olivia et Carver dans le chariot. Le vieil homme s'endormit contre le côté du chariot 20 minutes plus tard. Après ça, il n'y avait plus qu'eux deux, la route, le bruit du cheval et l'air qui se rafraîchissait. Ce qui signifiait que le long été du Wyoming commençait, à peine, juste sur les bords, à se souvenir que d'autres saisons existaient. Samuel dit après un long moment, « Je dois vous dire quelque chose. » Elle le regarda. « Le jour où vous êtes arrivé à ma porte, dit-il, j'allais vous renvoyer. Le pain, J'allais dire merci et fermer la porte. Il regardait la route. J'ai failli le faire. « Je sais, dit-elle,
Je l'ai vu. Il la regarda. Vous l'avez vu. J'étais infirmière, Samuel. J'ai été formé pour lire les gens à la porte. Et j'ai vu un homme qui allait fermer cette porte, rentrer et tout gérer seul, jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus. Elle fit une pause. J'ai aussi vu que vous n'alliez pas tenir 3 jours de plus sans aide. Et vous avez décidé que c'était votre problème. J'ai décidé que ce n'était pas obligé d'être votre problème seul. Il resta silencieux un moment. Pourquoi? Elle regarda la route. Parce que j'avais été seule assez longtemps pour savoir ce que ça coûte, dit-elle. Et parce que votre fille portait trop de choses depuis trop longtemps, et je ne pouvais pas partir en laissant ça. Elle fit une pause. Et parce que, elle s'arrêta. Parce que, dit-il, elle le regarda. Parce que je n'en avais pas envie. Ils se regardèrent de la manière dont 2 personnes le font quand quelque chose a été dit qui n'était pas entièrement attendu et ne sera pas repris. La lumière de l'après-midi était dans ses yeux. Elle pouvait le voir décider, non pas si elle le pensait, mais quoi faire du fait qu'elle le pensait. Olivia, dit-il. Sa voix avait la qualité particulière qu'elle avait sur le porche ce soir-là, quand il s'était laissé voir. Ne dis rien encore, dit-elle. Nous sommes presque à la maison. Il regarda devant lui. Ouais, dit-il doucement. Nous y sommes. Quand ils arrivèrent par le chemin, ils étaient tous les 3 sur les marches du porche. Thomas le premier, déjà descendu des marches et courant avant que le chariot ne se soit arrêté. Il percuta le côté de Samuel comme un petit projectile solide de pur soulagement. Mary juste derrière lui. Clara la dernière, debout d'en haut des marches, les bras croisés. Essayant de ne pas montrer à quel point elle avait compté les heures, et n'y parvenant pas tout à fait, Samuel attrapa Thomas avec son bras valide et le souleva malgré tout. Le garçon enfouit son visage contre l'épaule de son père. Samuel le tint là, les yeux fermés, comme un homme confirmant quelque chose qu'il avait besoin de confirmer. « Tu vas bien, Tom? » dit Samuel. « Tu as été parti longtemps, » dit Thomas dans son épaule. « Je sais, c'est fini maintenant. »« On a gagné? » »« On a gagné. » Thomas se recula et le regarda avec d'énormes yeux humides. Puis il détourna immédiatement le regard et s'essuya le visage sur sa manche avec la dignité d'un enfant de 6 ans qui avait décidé qu'il n'allait pas pleurer. « Bien, dit-il, je savais qu'on gagnerait. » Mary avait pris la main d'Olivia dès qu'elle fut descendue du chariot. Elle la tenait à 2 mains, leva les yeux et ne dit rien. Ce qui signifiait qu'elle avait ressenti trop de choses pour choisir une seule chose à dire à ce sujet. Clara descendit les marches. Elle s'arrêta devant son père et le regarda, vérifiant comme elle vérifiait toujours, cataloguant son visage pour obtenir des informations. Et ce qu'elle y trouva dut la satisfaire, car elle passa ses bras autour de lui et s'agrippa. La main valide de Samuel se posa sur l'arrière de sa tête. « Tout va bien, ma Clara ?» dit-il doucement dans ses cheveux. Elle ne répondit pas. Elle s'agrippa un moment de plus, puis elle recula, se redressa et se tourna vers Olivia. « J'ai fait le dîner, dit-elle. « Bien sûr que tu l'as fait, dit Olivia. Il n'est pas aussi bon que le vôtre. J'en doute sérieusement. » Clara faillit sourire. « Entrez, dit-elle. Il commence à faire froid. » Ils mangèrent ensemble, les 5, et Carver, qui mangea avec l'appréciation d'un homme qui cuisinait pour lui-même depuis trop longtemps. Et c'était bruyant, comme les dîners sont bruyants quand le poids qui pesait sur une famille depuis des semaines et infant était suffisamment soulevé pour respirer. Thomas parla trop. Mary s'endormit sur sa chaise avant le dessert. Carver raconta une histoire sur le père de Thomas qui fit rire Samuel. Vraiment rire. Pas la chose brève et contrôlée que Olivia avait vue auparavant, mais un vrai rire qui changea tout son visage. Elle le regarda rire et sentit quelque chose s'installer en elle si complètement et si finalement qu'elle cessa d'essayer de l'examiner. Plus tard, après que les enfants furent au lit et que Carver dormait dans la chambre d'amis, Samuel vint se tenir dans l'embrasure de la porte de la cuisine pendant que Olivia était au lavabo. Il resta là assez longtemps pour qu'elle se retourne. « Dis-le, » dit-elle. Il traversa la cuisine. Il s'arrêta assez près pour qu'elle doive lever les yeux pour voir son visage. Et il la regarda avec ses yeux stables qui voyaient tout ce qu'il décidait de voir. « Je ne veux pas que vous partiez, » dit-il. « C'est la vérité. Je sais que vous êtes arrivé par accident, et je sais que vous n'aviez rien prévu de tout ça. Et je sais que Boston est... Samuel. » Elle posa sa main sur sa poitrine et il s'arrêta. Elle le sentit respirer. « J'ai quitté Boston en mars, dit-elle. J'ai pris le premier train vers l'ouest. J'ai marché 14 miles devant votre chemin.
Je suis resté debout toute la nuit avec votre fièvre. J'ai chevauché jusqu'en ville pour votre médecin. J'ai affronté les hommes de Greer sur votre porche et j'ai trouvé une lettre dans une boîte que vous n'aviez pas ouverte depuis 11 ans. Elle le regarda fixement. Est-ce que ça ressemble à une femme qui a l'intention de partir? Il la regarda. Sa main se posa sur la sienne, là où elle reposait sur sa poitrine. Ça ressemble, dit-il, à une femme qui m'a sauvé la vie. Ça ressemble, dit-elle, à une femme qui a trouvé où elle allait. Il soutint son regard un long moment, puis il dit très doucement, « Reste. » Elle le regarda. La cuisine dans laquelle il se trouvait, avec ses herbes séchant au-dessus de la fenêtre, et la liste des corvées de Clara sur le mur. 4 enfants dormant dans des chambres au bout du couloir. L'homme en face d'elle, avec son bras en guérison, les papiers de son père sur la table, sa terre intacte, et ses yeux enfin débarrassés de tout ce qui les avait obscurcis depuis février. « Je suis déjà là, » dit-elle. Il se pencha et l'embrassa, calme et certain, comme il faisait tout. Elle posa ses 2 mains contre sa poitrine et l'embrassa en retour. Et ce n'était rien de comparable aux grandes choses sur lesquelles les gens écrivent des poèmes. C'était mieux que ça. C'était de la solidité particulière de 2 personnes qui s'étaient regardées clairement à travers des épreuves et avaient décidé oui. Le printemps arriva, et avec lui un mariage officiel. Petit, dans la cour avec Calloway comme témoin, et Carver faisant le voyage de retour depuis Bitter Creek parce qu'il disait qu'il ne le manquerait pour rien au monde. Et il ne le manqua pas. Clara se tenait à côté d'Olivia avec la dignité particulière d'une fille qui avait décidé que c'était juste et était prête à défendre cette position contre quiconque n'était pas d'accord. Thomas pleura et le nia. Mary portait sa plus belle robe et tenait Hope sur sa hanche, avec la confiance possessive d'un enfant qui considérait le bébé comme entièrement sien. Hope marchait à ce moment-là, incertaine, de côté, profondément engagée dans le projet de se rendre d'un endroit à un autre par ses propres moyens. Olivia la regarda traverser le sol de la cuisine, 6 pas, 7, penchant légèrement vers la gauche. Elle sentit la main de Samuel dans le creux de son dos. « Elle va tomber, dit-il. »« Elle le sait, dit Olivia. Elle le fait quand même. » Il la regarda. Elle le sentit sourire sans se retourner. À l'été, la ferme avait trouvé un nouveau rythme. Pas le même rythme qu'avant février, pas le rythme d'une maison avec un fantôme, mais quelque chose construit à partir de ce qui restait après que le deuil ait fait son travail et laissé les vivants encore debout. Samuel travaillait la terre avec ses 2 bras à nouveau. Clara redevint une enfant de 8 ans, par petites touches, comme les enfants se permettent de rajeunir quand quelqu'un a enfin enlevé le poids de leurs épaules. Thomas grandit d'1 pouce et acquit une opinion sur tous les sujets. Mary se mit à parler aux poules, ce qu'Olivia choisit de trouver attachant. Et chaque matin, avant que la maison ne se réveille, Olivia faisait du café, s'asseyait à la table de la cuisine et écoutait le ranch s'animer autour d'elle. Les animaux, les enfants et l'homme qui était son mari, entrant par la porte avec de la poussière sur ses bottes et la lumière du matin derrière lui. Et elle pensait à un pain enveloppé dans un tissu et à une route qu'elle avait prise parce qu'elle était fatiguée, et à la porte qui avait failli se fermer et ne l'avait pas fait. Elle pensait à son père qui avait dit « N'attends pas la vie qui est planifiée. Trouve celle qui est réelle. » Elle n'avait pas compris à l'époque. Elle comprenait maintenant. Dans chaque pièce de cette maison, dans la voix de chaque enfant l'appelant par son nom, dans le poids de la main de Samuel dans la sienne, dans le noir. Le soir de leur premier anniversaire, Samuel la trouva assise sur le porche, dans la dernière lueur du jour, avec Hope endormie dans ses bras. Il s'assit à côté d'elle sans un mot et regarda la terre. Le corps est intact, l'herbe longue et dorée sous le soleil couchant. Chaque acre exactement là où Thomas Dawson avait planté les piquets il y a 40 ans et où il resterait. « J'ai réfléchi, dit-il. Ça peut être dangereux, dit-elle. Il faillit sourire. Au sujet du pain. Elle le regarda. « Je ne t'ai jamais demandé, dit-il. Le pain de Madame Miller, était-il bon? » Elle y réfléchit. Le pain qu'elle avait porté sur 14 miles, donné à un homme mourant à une porte, oublié sur une table de cuisine au milieu de tout ce qui avait suivi. « Je ne l'ai jamais goûté, en fait, » dit-elle. Il la regarda, puis il rit. Ce vrai rire, celui qui changeait son visage. Et elle rit aussi, et Hope remua dans ses bras sans se réveiller. Et la dernière lumière reposa, longue et dorée, sur la terre qui était la leur.
Ce n'était pas la vie qu'Olivia Bennet avait planifiée à Boston. Ce n'était pas la vie qu'elle avait quittée sous la pluie. Ce n'était pas la vie qu'elle cherchait quand elle avait pris le premier train vers l'ouest avec rien d'autre qu'un sac et une direction. C'était la vie qu'il avait trouvée sur une route qu'elle n'avait pas l'intention de prendre, à une porte qui avait failli se fermer, avec un pain dans les bras et 4 enfants qui avaient besoin que quelqu'un reste. Elle était restée, et chaque matin, elle se réveillait dans une maison pleine de bruit et de vie, avec l'odeur du café et le son de son nom appelé depuis le bout du couloir. Elle comprenait, avec la certitude complète et sans hésitation d'une femme qui avait enfin cessé de fuir et commencé à arriver, qu'elle resterait pour chaque matin qui suivrait celui-ci, pour le reste de sa vie, sans un seul regret. Certaines choses ne vous trouvent pas par accident. Elles vous trouvent exactement quand elles sont censées le faire.